Bienvenue sur le Runway Podcast, épisode 3. Samuel Poher, notre invité du jour. Bonjour tout le monde. De haut niveau sur trail et sur route. Et Gabriel Germain, co-animateur de Talent. Gabriel Germain, comment vas-tu? Ça va super bien. Merci de me recevoir à nouveau comme co-animateur sur le podcast, Max. Merci Gab d'être avec nous. Sam, comment ça va? Ça va super, je suis vraiment content d'être là les gars. Ça va être un beau moment à partager, très très hâte. Hâte de faire cet épisode avec vous les gars. Avant d'entrer dans le vif du sujet, juste quelques précisions. L'épisode 1 est sorti hier. Est-ce que vous avez regardé un peu les commentaires les gars? Gab, je sais que tu as regardé un petit peu, ça donnait quoi? Ouais, faut pas trop que je lise les commentaires, sinon ça me monte un peu à la tête ou ça m'angoisse un peu, mais je savais pas que ton podcast, ta communauté était aussi grande, donc je vais m'y habituer là. Ouais, moi j'étais vraiment content des premiers commentaires. Honnêtement, on n'avait pas nécessairement beaucoup d'attentes sur le premier épisode parce qu'on tentait ça comme ça. Et les gens ont vraiment bien répondu, ça leur plaît. On sait que les gens vont écouter ça sur leur sortie longue. Donc voilà, merci pour vos retours. Ça nous donne vraiment de la force pour continuer et surtout s'améliorer d'épisode en épisode. Juste quelques précisions. Donc, dans l'euphorie un petit peu du premier épisode, on a oublié de préciser des trucs importants du genre le podcast est disponible sur Apple Podcast. Dispo sur aussi Spotify et ça va être dispo sur Google Podcast très bientôt, ainsi que les 1000 plateformes sur lesquelles on peut upload le podcast. Donc voilà, ça c'est pour bientôt. Au niveau du but du podcast, parce qu'on n'a pas tant parlé sur l'épisode 1, le but c'est quoi? C'est de recevoir des entraîneurs. Donc des entraîneurs souvent de haut niveau, mais pas que, pour vraiment aller profond sur les sujets de l'entraînement, etc. On va aussi recevoir des athlètes, comme aujourd'hui, des athlètes de bon niveau, des gens que je connais souvent, qui ont des histoires à raconter, qui ont des parcours atypiques aussi. Et on va recevoir des experts. Ça peut être des experts sur la nutrition, ça peut être des experts sur le sommeil. Bref, on veut vraiment vous produire un contenu qui va en profondeur dans les choses et un contenu divertissant de manière générale. Je voudrais aussi remercier chaque personne pour les commentaires et sachez qu'on lit tous les commentaires. Ça veut dire que tous les feedbacks que vous donnez, on les lit et on va tenter de les appliquer. Bref, retour sur le vif du sujet. Donc, Sam, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas vraiment, parce qu'on n'a jamais fait de contenu ensemble jusqu'alors? Non, c'est la première fois. Bonjour tout le monde, vraiment content d'être ici puis d'être là avec vous d'une façon, on va dire, distante, mais présente. Mon nom, c'est Samuel Poher. Je suis aménagiste de formation. Je travaille particulièrement en transport collectif. Sinon, je me considère relativement comme un coureur de bon niveau, sur route, en sentier. de bon niveau, tu dis? De haut niveau, je dirais. Je vais juste rappeler tes temps là pour les gens, parce que c'est important quand même de resituer un peu les choses. Samuel, tu as couru sur route. Là, on va commencer par la route parce que tu fais aussi du trail aujourd'hui, mais on va en reparler. Donc, tu as couru 2h23 sur marathon, tu as couru 1h07 sur semi, tu as couru 8h27 sur 3000 mètres et tu as couru 30 minutes 12 sur 10 000 mètres. Je pense que c'était l'année passée, ça. L'an dernier, avec mon 5000 aussi, 14h34. Ouais, 14h34. Ok. Est-ce que c'est exact tous ces temps? C'est exact. Okay. Tu as bien regardé ma fiche. Donc, on va dire que c'est... Non, je les connais par cœur. Non, on va dire que c'est des temps... presque élite, c'est genre sub-élite là, de 23 marathons, sachant que c'était ton premier marathon. Au niveau du trail, je vais te laisser te présenter parce que c'est quelque chose que je connais moins. Ouais, en fait, au niveau du trail, pour moi, c'est un retour aux sources. J'imagine qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Mais je me spécialise particulièrement dans les distances qu'on appelle sub-ultra, fait que disons du 30 kilos ou 50 kilos, puis je commence à mettre mon pied tranquillement pas vite dans des distances un peu plus longues, fait que je commence à toucher à de l'ultra long de 50 à 80 avec 2 expériences. Je tiens à le mentionner, j'ai fait quelques petits sauts aussi dans course en montagne pour ceux qui connaissent un petit peu plus la course en sentier, donc une autre discipline vraiment plus rapide, courte. Attends, course en montagne, c'est différent de trail? Ouais, c'est différent du trail. Et course en sentier? Trail, c'est de la course en sentier. Ça devient technique, là. Attends. Course en sentier, course en montagne, c'est quoi la différence? Course en montagne, on va être sur des parcours plus dans des styles stations de ski. Il y a une composante historique dedans aussi. Souvent, c'est des parcours... moi, je le qualifie comme du cross en montagne. Fait qu'on est sur des parcours très rapides, juste du up and down, distance plus courte, dénivelé relativement présent. Ok, présent. Ouais. Est-ce que le kilomètre vertical, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une épreuve un peu débile, là. Ouais, en fait, le kilo vertical, à la base, mais là, ça a bougé dans les dernières années, mais c'était une discipline qui était sur le circuit de ce qu'on appelle le skyrunning, qui est une autre discipline encore de la course du trail. Puis maintenant, ça a été rapatrié un peu avec la course en montagne puis les épreuves qu'on appelle verticales. Ok.
Et je pensais pas que c'était aussi compliqué le trail. Ah, c'est un monde en soi. Puis c'est pour ça que c'est autant le bazar, ce sport-là, parce qu'il y a plein de fédérations, il y a plein d'épreuves différentes. Puis c'est très difficile d'unifier. Il y a des cultures aussi dans le sport qui sont différentes. Okay. Donc, voilà. Si, Sam, on revient, mettons, à tes débuts en course à pied, tu as quand même commencé, je pense, sur le tard à courir par rapport à, mettons, à d'autres coureurs élites. Là. Exact. Ben, en soi, la course à pied, c'est venu, comme tu viens de le mentionner, assez tard dans ma vie. À la base, moi, j'ai fait de l'escrime pendant très, très, très longtemps, de 5 ans jusqu'à 19 ans peut-être, en fait. Fait que la majeure partie de mon enfance et de mon adolescence. Jusqu'à un très bon niveau. Sauf qu'à un moment donné, j'ai eu une écœurantite aiguë, on peut l'appeler comme ça. Je me suis lassé du sport, une certaine désillusion. Suivi d'une période où j'ai pas vraiment fait de sport, honnêtement. Puis sur le tard, au milieu de l'université, l'équivalent de ma licence en France, mon bac ici au Québec, je viens aussi d'une famille qui est relativement active, qui passe beaucoup de temps dehors, puis des gens dans ma famille couraient. Fait que ça a été pour moi un peu un médium pour m'échapper, pour me remettre en forme. En fait, pour me mettre en forme aussi au ski de rando, qui est un autre de mes sports. Puis de fil en aiguille, j'ai découvert une passion avec la course en montagne, puis ça a évolué, on va pouvoir en parler encore, j'imagine, mais j'ai redécouvert un aspect compétitif de moi-même qui m'a amené à aller dans les équipes universitaires, puis ensuite... Mais ça, je pense que c'est vraiment intéressant qu'on en parle, parce que vous deux, je pense que vous avez fait votre entrée avec la course à pied, avec le sport universitaire. Ouais. Est-ce que vous seriez capable d'expliquer un peu c'est quoi le sport universitaire cross-country à notre auditoire? Mais je pense que c'est comme ça qu'on s'est... Je sais plus exactement comment on s'est rencontrés, Sam, mais je pense qu'on se connaissait de vue avant de se connaître vraiment. Ouais. Moi, je voyais qui t'étais parce que je voyais souvent ton dos dans les compétitions, sens où t'étais pas loin devant, mais assez devant pour que j'ai envie d'aller te chercher. Je me souviens d'une course, je pense que c'est 2019, 3000 mètres provincial. Ouais. Donc, c'était comme la finale du 3000 mètres, si on peut dire. Et t'avais fini deuxième, j'avais fini troisième. Puis le lendemain, c'était le 1500. Exactement pareil, je finis... Le 1500 était la veille. Le 3000 était le samedi. Donc c'était l'inverse. Et bref, je finis juste derrière toi. Moi, je pense quatrième, toi troisième. Troisième, exact. J'ai aussi des corps de 1500. Puis j'étais vraiment pas arrivé. Toujours au kick que ça s'est défini. Ouais, exact. C'est le dernier 1000 qui était important sur un 3000. Ouais, j'avais énormément de plaisir sur cette course parce que justement, écoute, j'avais tout donné, t'avais tout donné, puis c'était bien faire. Mais ouais, pour revenir un peu sur ta question, Gab, du cross-country, c'est vrai que les gens qui nous écoutent, ils connaissent pas nécessairement comment ça se passe le sport universitaire. Ils connaissent peut-être un peu le cross-country, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un sport plus d'équipe déjà. Définitif. Au sens où les 5 premiers coureurs vont faire des points. Et le but, c'est d'avoir le moins de points possible. Donc, si t'es 15e, tu fais 15 points. Et après, tu fais un cumul des points. Donc, pour les amateurs de sport, c'est un peu comme le golf. Le moins de points tu fais, le mieux c'est. Ouais. S'il y en a qui veulent faire des parallèles. Là, Puis tu compétitionnes contre les autres équipes contre des les autres universités. écoles. Fait que c'est sûr qu'il y a une certaine portion individuelle là-dedans où tu donnes le meilleur de toi-même puis tu essayes de faire des résultats pour toi aussi. Plus tu vas donner le meilleur de toi-même, le mieux ce sera aussi pour l'équipe. Puis il y a cette composante-là qui est vraiment importante parce que ça devient un facteur de motivation extrinsique, de dire « Wow, il y a des gens qui comptent sur moi de bien faire puis de repousser ma limite. » Puis ça, cette notion-là est un peu présente en Europe, mais en Europe, le cross-country, c'est un sport qui est très axé club et civil. Ici, on est vraiment sur le modèle nord-américain, un peu comme le circuit NCAA aux États-Unis. Puis pour certaines personnes, dont moi, c'était une façon de financer mes études. Donc, il y a une certaine notion de responsabilité qui entoure aussi tes performances. Quand tu dis une façon de financer tes études, est-ce que tu penses aux bourses que tu pouvais avoir en fonction de tes résultats? Tu peux expliquer un peu comment ça marchait? Qui avait des bourses? En fonction de ton niveau de performance, puisque l'université n'est pas gratuite en Amérique du Nord. Dépendant de où tu es, ça va coûter c'est relativement abordable ou ça peut être démesurément cher. Puis dépendant du niveau que tu as en tant que coureur, tu peux avoir que ce soit des bourses d'excellence associées au sport de par tes résultats académiques, mais aussi des bourses d'excellence purement basées sur tes performances. Puis là, tu as des niveaux de financement disponibles selon ce qui est présent à ton université, les subventions du programme ou aussi les autres membres de ton équipe qui vont hériter de bourses. Il faut le dire, Samuel, c'était un des meilleurs coureurs de cross-country au Canada. Donc toi... Au Québec, pas au Canada. T'étais quand même dans le top 30, je pense, au Canada. J'ai jamais percé le top 30. Mon meilleur résultat au Canada, ça a été 31. OK. Bon. Donc, admettons qu'une université voulait t'avoir, est-ce qu'il te proposait d'avance comme hey, viens courir pour notre université, on va t'offrir l'université gratuite, ou comment ça fonctionnait pour te recruter? De la façon dont ça fonctionnait, en fait, comme on l'a mentionné tout à l'heure, j'ai commencé sur le tard à courir, puis en fait, c'est lors d'un échange
dans le cadre académique de mon baccalauréat, de mon bac slash ma licence, dans l'Ouest à Calgary, je me suis dit, il y a une équipe de cross-country, je vais essayer. Fait que il n'y avait aucun recrutement à ce niveau-là. Ça faisait 1 an et demi à peu près que je courais. Puis j'ai été ce qu'on appelle en anglais un walk-on. Fait que je me présente au camp de sélection, puis j'ai fait ma place au camp de sélection visiblement parce que j'avais les compétences. Puis de fil en aiguille, en fait, puis ça reste, on va dire, dans mes grandes fiertés jusqu'à présent dans mon parcours athlétique. J'ai énormément progressé pendant que j'en étais là-bas, assez pour me tailler une place sur leur équipe pour aller au championnat canadien universitaire et de faire probablement encore l'une de mes meilleures performances à vie à mes premiers championnats canadiens universitaires, qui m'a permis, en fin de compte, de me distinguer, si on veut, sachant en plus que j'étais première année. Parce que tu as des nombres d'années d'éligibilité disponibles sur le circuit universitaire. Vous l'avez vécu, vous êtes au courant de ça. C'était à 5 années si tu veux courir universitaire. Puis sachant que j'avais un bon potentiel, un bon premier résultat au niveau national, puis que j'étais première année, j'avais un potentiel de développement qui était intéressant. Ce qu'il faut dire aussi, c'était que j'étais à ce moment-là un peu originaire de la région de Québec. Puis c'était une volonté personnelle de retourner dans cette région-là. Fait que c'est moi qui ai fait aussi les démarches avec les divers entraîneurs pour dire « Hey, je suis en train de regarder pour faire une maîtrise, puis pour me diriger dans des domaines en particulier. Est-ce qu'il y a une façon de faire en sorte que je pourrais avoir de l'aide? » Puis c'est là où j'ai eu 2 offres de diverses universités, dont l'Université Laval, dans la ville de Québec, qui m'offrait une certaine partie du financement de mes études pour aller courir avec eux. Est-ce que c'était une pression, ça, de potentiellement perdre tes bourses? Assurément. Ouais. Ouais, non, définitif. J'ai toujours joué... Le fil financier dans ma carrière sportive a été toujours omniprésent. Ce pourquoi un peu je n'ai pas du tout négligé ma carrière académique aussi, parce que jusqu'à un certain point, je voulais m'assurer d'avoir un filet de sauvetage. Si la course ne fonctionnait pas. Puis, en fait, c'est comme si je m'auto-finançais jusqu'à un certain point de par mon emploi en ce moment. C'est de la façon dont j'ai construit mon modèle financier personnel. Mais c'est clair que le volet financier a été compliqué. Tu vivais ça comment, la pression, admettons, de performer au niveau universitaire, la pression des coéquipiers aussi, de faire un bon... Je sais pas si tu vivais tu mettais cette pression-là. Je suis quelqu'un à la base qui a une énorme anxiété de performance, qui me met énormément de pression. Les attentes que j'ai envers moi-même sont potentiellement démesurées à certains moments, puis ça peut être un problème. Penses-tu que ça vient de l'escrime? Ça vient de beaucoup de choses. Ou plus loin encore? Ça va de l'escrime et ça vient de plus loin aussi. Je pense que c'est divers facteurs, on peut dire ça comme ça. C'est dur de savoir aussi quand on a ça. Toi, tu fais des hypothèses, mais à la fin... en même temps, je suis assez transparent avec ça. Je suis engagé dans un processus avec des psychologues depuis quand même très longtemps pour cheminer et apprivoiser certaines facettes de ma personnalité, puis être confortable avec moi-même ou apprendre à réagir dans certaines situations. Fait qu'en soi, les hypothèses, il y en a beaucoup dont on a déjà discuté. Il y a une pression, je pense, qui vient de ma culture, on va dire, d'origine, d'une pression familiale. Puis là, je veux pas dire que ma famille nous portait à avoir un succès, mais le succès a été valorisé. Et culture d'origine, tu penses à ta famille ou tu penses à l'Europe, la France? À la France. Je suis d'accord avec ça. Je trouve vraiment une différence entre le Québec et la France. Pour ça. Puis ça, c'est la notion de succès, de standing qui est valorisée. C'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? L'excellence un peu, genre qui a une valeur peut-être plus importante, alors que peut-être au Québec, vivre plus en harmonie, être plus équilibré, c'est plus valorisé. T'sais, moi, en tant que Français, je m'en fous d'être équilibré, je veux juste être performant. T'sais, si je résume les choses vraiment simplement, c'est un peu ça, même aujourd'hui. Là, Fait que divers facteurs au travers de mon parcours. Puis en soi, c'est clair que le programme dans lequel, au final, j'ai participé, celui à l'Université Laval à Québec, quand je l'ai joint, c'était le programme numéro 1 au pays. Définitivement, il y a des attentes de « OK, tu rentres dans le meilleur programme de cross-country au pays ». Ils étaient numéro 3 ou 4 à ce moment-là aussi sur la piste. Tes coéquipiers, c'est des gars qui font des équipes nationales, c'est des femmes aussi qui font des équipes nationales. Tu as des Olympiens qui se promènent avec toi dans le vestiaire. C'est du gros stock. Fait que oui, c'est intimidant.
Tu t'entraînes avec ça, puis toi, tu te projettes en disant, en étant là, c'est ça mon monde, il faut que je sois à ce niveau-là. Puis il y a une culture de performance dans certains programmes au pays, dont à l'Université Laval, jusqu'à un certain point qui fonctionne, mais qui font en sorte aussi que tu vas dans tes derniers retranchements pour aller puiser au fond de toi-même. Et c'est quoi les vraies motivations quand tu fais partie d'un groupe? Clairement, c'est les meilleurs coureurs du pays. Est-ce qu'il y a un facteur reconnaissance sociale vis-à-vis du coach? Est-ce que c'est un facteur je montre à mes partenaires que je suis là et que je peux être plus performant? Est-ce que tu as identifié un petit peu les... Je pense pas que ce soit... l'aspect entraîneur que tu viens de mentionner, c'est pas quelque chose qui est présent. Je pense que c'est vraiment un esprit de solidarité et de soutien à se dire c'est ça notre place, on la perd pas coûte que coûte. Tu veux pas être le maillon faible? Tu veux pas... Non, définitivement. Tu peux dire ça comme ça. Tu ne veux pas être le maillon faible. Ah ouais. Non. Est-ce qu'il y avait de l'orgueil aux entraînements? Définitif. Ah ouais. Puis la culture, ça, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin. Ça a beaucoup changé dans les dernières années. Mais définitivement, c'est des caractères très forts. C'est des gens orgueilleux, c'est des gens compétitifs. Puis ça amène un certain niveau de succès aussi. Mais pour des personnes qui ont besoin de lever le pied, on va dire, puis pas de se faire pousser, ça peut jouer à double tour. Penses-tu que c'est venu jouer dans cet aspect anxiété de performance que tu avais justement et que ça comme... Si je voulais reformuler ma question, c'est un peu... Penses-tu que ça t'a plus donné que ça t'a pris? Assurément. Dans le sens que j'ai tellement appris sur moi-même, j'ai appris sur mes retranchements, j'ai appris aussi à me repousser pour... Mon passage au cross-country à l'université, c'est un passage dans ma vie que je valoriserai énormément. Puis je sais que ça sonne assez cliché de le dire parce que beaucoup de gens le disent, mais tu vas tellement chercher loin au niveau émotionnel et psychologique avec d'autres personnes que tu viens créer un attachement puis un sentiment profond avec des gens que tu potentiellement reproduiras jamais dans ta vie avec d'autres personnes. Chaque jour, day in, day out. Tu vois ces personnes-là, tu vis leurs émotions, tu vis leurs hauts, tu vis leurs bas, tu pleures avec eux, tu cries avec eux. C'est une famille. C'est une famille. Puis oui, je me suis beaucoup tiré une balle dans le pied, puis ça, c'est mon immaturité, je le dis aussi, dans le sens que tu apprends beaucoup sur toi-même à être dans un environnement comme ça, parce qu'ultimement, tu vas dans tes derniers retranchements, puis souvent, tu brises. Puis comme ça, tu apprends sur toi-même. Mais jusqu'à un certain point, ça m'a amené voir des choses aussi, puis qui m'ont montré que j'étais capable de faire certaines choses, puis de croire en moi à un niveau où j'étais pas forcément capable. As-tu un exemple? J'ai jamais considéré que j'étais quelqu'un de très talentueux, mais j'ai appris la valeur de travailler fort, mais travailler fort jusqu'à m'en rendre malade. Fait que ça, je pense que c'est le meilleur exemple que je peux donner. C'est que mes succès, je les attribue plus à la quantité et à la qualité du travail que potentiellement je vais effectuer parce que je vois les gens autour de moi qui donnent autant. Puis c'est pas forcément quelque chose qui était ancré en moi à ce point-là de dire il y a... Comment je peux dire? Quand tu estimes que tu n'as pas forcément un talent exceptionnel, mais que tu vois les gens autour de toi qui réussissent à un niveau exceptionnel, puis ça, je pense que c'est transposable dans n'importe quelle sphère de ta vie, mais que tu es un peu dans les coulisses, puis tu vois tout le travail qui se met, puis que tu comprends la valeur de cet acharnement, puis c'est le terme approprié, tu comprends un petit peu d'où est-ce que ça vient, puis ça m'a permis de me transposer puis de réaliser certaines étapes, que ce soit en niveau de performance ou en fait en niveau de performance pour la course ou même en niveau personnel. À un certain point dans ma vie, faire une maîtrise puis réaliser une maîtrise avec des bons scores, j'étais pas sûr d'aller à l'université à quelque part dans ma vie. Fait que ça m'a amené à voir que jusqu'à un certain point, c'est une question de volonté puis à quel point tu le veux. Le grit en anglais, à quel point tu veux mordre un peu dans cet aspect-là puis pas le lâcher. Là. Ouais. Dans quelle mesure tu penses que le travail aurait pu battre le talent dans ton cas? Et si, par exemple, on imagine quelqu'un qui court 3h30 au marathon qui t'entend dire que tu n'avais pas tant de talent, est-ce que tu as l'impression que tu as été influencé dans ta perception du talent parce que tu étais avec les meilleurs? Ou est-ce que tu dirais vraiment que par rapport à l'individu moyen en course à pied, ton talent était
plutôt bas. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair non, je dirais pas que par rapport à l'individu moyen en course à pied, mon talent était plutôt bas. Là. Ça, je pense que ce serait quand même se mentir. Je pense que ma valeur référence est aussi avec des athlètes, comme je le mentionnais, de niveau mondial. Là. Donc, faut que je fasse attention. Des gens qui peuvent potentiellement aller aux Olympiques. Définitif. Quand tu dis que ton talent était bas, tu veux dire qu'il était peut-être plus bas que des gens qui vont faire partie des 0,01%. Dans ma projection, puis dans ce que je voulais réaliser, puis les attentes envers moi-même, là où je me projetais, c'était au plus haut niveau. OK. Ça fait que quand ta valeur référence, c'est ça, ta notion d'échec est vraiment pas la même. Puis ça, on est dans un échec de performance, mais aussi dans la notion d'échec par rapport à c'est quoi tes attentes envers toi-même, puis quand tu réussis. Puis les standards. Mais c'est drôle parce que tu vois, je pense que si j'avais été à ta place, moi, je me suis entraîné dans une université qui était, on va le dire comme ça, pas très bonne au niveau de la scène universitaire. Et j'ai commencé la course dans cette université et j'ai été vite le premier coureur parce que, objectivement, le niveau était pas très haut. J'ai jamais pu me comparer à des coureurs du niveau avec qui tu as pu t'entraîner. Et j'ai l'impression que d'une certaine façon, ça m'a permis de me développer une identité plus sécure parce que je savais pas ce que faisaient les autres. Et du coup, moi, je travaillais fort, je progressais. Mais si quelqu'un avait développé le même travail que moi et avait plus progressé, là, ça potentiellement aurait pu dire que j'avais moins de talent que cette personne. Mais j'ai pas été exposé à ça. Avant de rebondir sur ce que tu viens de dire là, je veux juste quand même prendre le temps de répondre à ta question pour le coureur récréatif de 3h30, par exemple, qui a cette notion de peut-être que j'ai un peu moins de talent, mais j'en ai toujours autant, mais j'ai envie de répondre à ça. Je pense qu'il y a une notion de pourquoi tu le fais, puis qu'à partir du moment où j'ai compris pourquoi je voulais atteindre un certain niveau par rapport à moi-même, puis pour me prouver à moi-même et non pas face aux autres que je voulais réaliser certaines choses, le plaisir qui s'en est dégagé, la volonté de faire attention aux détails, puis prendre le temps de progresser aussi. À partir du moment où j'ai accepté certaines choses, mon niveau a monté en flèche. J'ai une interrogation là-dessus sur on entend beaucoup progresser par rapport à soi ou progresser par rapport aux autres. C'est comme tu viens de le dire. Mm-hmm. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Personnellement, je dirais qu'il y a 60% de moi qui veut progresser par rapport aux autres et 40% de moi qui veut progresser par rapport à moi-même. Mais après, j'ai creusé le truc et je me suis dit, est-ce qu'on existe sans les autres, tu vois? Ça parle, mais je me suis dit, l'humain est grégaire quand même. À quel point tu peux exister dans ta représentation de ta performance sans un environnement social qui te renvoie à ton image. Je ne sais pas si tu sais ce que je veux dire. Je te suis. Du coup, c'est là que je me suis dit, on peut dire qu'on court pour soi. Mais c'est une certaine forme de validation. Exactement. Mais dans quelle proportion, toi, en tant que personne qui vit ta vie, tu peux savoir si tu cours pour toi ou pour les autres? J'ai l'impression que les gens autour de nous répondent bien meilleur. Est-ce que tu me demandes à Samuel de 22, 23 ans ou Samuel de 28 ans? Non, en fait, je serais même curieux de savoir ce que les gens qui te connaissent le plus dans ta vie, leur avis sur pourquoi tu cours. Parce que moi, je pense que les gens qui savent le mieux pourquoi je cours, c'est pas moi. C'est genre ma conjointe. Les gens c'est genre mon coach. Et quand je leur demande, c'est pas la même réponse que moi j'obtiens quand je la donne. Ça va loin là, je sais. Puis je demande pas nécessairement une réponse aujourd'hui. C'est juste que je t'invite à envoyer un message à ma copine, puis elle va te le répondre. Tu vois ce que je veux dire ouais. Parce que toi pour toi, par exemple, penses-tu que tu courais pour toi, pour les autres, ou t'en as aucune idée, genre? C'est dur à dire, mais je me souviens, au début, je courais vraiment juste pour la performance, m'améliorer. Mais à un moment donné, quand tu t'améliores et tu performes, on dirait que t'aimes ça rendre les autres impressionnés aussi. Je sais pas si... Parce que si tu creuses ce truc, c'est même comme quand tu dis « je cours pour la performance », ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu cours pour progresser. Mais ça dit toujours pas si tu cours pour les autres ou pour toi. Tout le monde court pour progresser. Mm-hmm. Mais est-ce que tu cours pour progresser pour que les autres voient que tu progresses, ou est-ce que tu cours pour toi pour progresser parce que tu es fier de tes propres accomplissements? Sauf que comment tu es prof de tes accomplissements quand tu peux comparer tes accomplissements par rapport à une norme sociale? Pourquoi c'est cool de faire sub 3 marathon? Parce qu'il y a à peu près 10% des gens qui font ça en France. Et 10% des gens, c'est un signe de fierté. Pourquoi je suis content de faire sub de 20? Parce que personne ne le faisait au Québec. Ça, tu vois, c'est drôle parce que c'est une philosophie qui est vraiment adaptée au monde de course sur route, course sur piste, parce que c'est ultra quantitatif. Puis moi, représenter la valeur d'un... Puis ça, c'est venu avec le temps. Mais représenter la valeur d'un individu basé sur des chiffres, c'est quelque chose qui me pue au nez. Je déteste quand un coureur me dit « Ah, je suis pas un bon coureur » ou quoi que ce soit, j'ai pas de plaisir parce que je fais tel temps. Je déteste ça. Ça change pas la valeur de ta propre personne.
je reviens à ce pourquoi j'ai commencé à courir. Moi, c'était pour me mettre en forme pour un autre sport. Puis de fil en aiguille, j'ai redécouvert un aspect compétitif de aller où ma limite personnelle. Puis ça, à un certain stade dans ma vie, je l'avais perdu puis j'étais pas heureux avec ça. Dans les dernières années, je suis revenu dans ce concept de sentiment de aller où ma limite personnelle. Oui, hein, c'est clair qu'il y a de la validation par rapport aux autres parce que c'est un sport qu'il est tel qu'il est. Puis je pense pas qu'il y ait une compétition, une saine compétition, même jusqu'à un certain point, qui est possible si tu n'es pas capable de te repousser avec des indus qui t'aident à te repousser aussi. Ceci étant, la notion d'aventure, pour moi, est ultra importante dans ce que je fais et j'ai besoin de repousser aussi ces limites-là par rapport à des choses qui sont subjectives et non pas quantitatives. De me dire, par exemple, je pars X nombre d'heures dans les montagnes parce que j'ai vu telle ligne puis je veux le réaliser. Puis ça, cette notion subjective-là est peu présente, je trouve, ou plus difficile à aller chercher sur route ou sur piste. Et c'est quelque chose, je trouve, qui manque un peu. Jusqu'à un certain point, si les gens en état général, puis je veux pas assumer certaines choses non plus, mais se disaient, subjectivement, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? C'est quoi comme mes objectifs de progression de ce que j'ai envie de faire? Puis sans mettre des chiffres, juste par rapport à des trucs perso, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'épanouissement puis de sentiment de confiance en soi qui se dégagerait de beaucoup de personnes dans le sport. Fait que Sam, tu dirais que comment ça t'a influencé au niveau de ton entraînement, la façon de t'entraîner, de faire partie d'un groupe super élite avec beaucoup de coureurs plus rapides que toi? Définis comment ça m'a influencé, s'il te plaît. Aide-moi à répondre correctement à la question. Je pense que quand je dis influencer, je veux dire, il y a deux choses. Il y a en termes un peu de santé mentale, genre comment ça a pu affecter ton anxiété de performance et aussi beaucoup ton estime personnelle de t'entraîner avec des gens qui sont bien meilleurs que toi, parce que l'estime personnelle, c'est un truc important. Mais aussi en termes vraiment purs, pragmatiques, sur les potentielles erreurs à l'entraînement, qui est basiquement courir trop vite. On va commencer par la notion de confiance en moi. Ça a été des années qui ont été aussi très difficiles d'un point de vue confiance en moi puis anxiété. Parce qu'à partir du moment où tu te projettes à un certain endroit, un certain niveau, puis que tu as des attentes envers toi-même ou des attentes que tu peux ressentir, est-ce qu'elles sont fondées ou non? Ça, il faudrait en parler à d'autres personnes. Puis que tu échoues continuellement. Parce que les steps sont au final beaucoup trop élevé, il faudrait des steps intermédiaires. Et tu peux définir échouer dans ce cadre-là pour toi? C'est se blesser, c'est ne pas réaliser des standards, c'est ne pas faire des positions que l'équipe te voyait, que tu aurais dû faire sur des notions de pointage par rapport en cross-country, c'est quitter des entraînements parce que c'est ça, t'es juste blessé. C'est clair que ta confiance en toi prend un coup, là, un gros coup. Puis dans cette notion-là, c'est que le programme, ce genre de programme-là, en fait, est beaucoup conçu autour des top individus. Puis tu rentres dans un moule et c'est un peu, en anglais, un make or break. Puis c'est pas une notion de mauvaise volonté des entraîneurs ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a une notion de suivi associée au volume d'athlètes aussi. L'entraîneur n'est pas forcément apte à faire un suivi ultra personnalisé avec tous ses athlètes de par le volume. Fait qu'il y a un moule de base qui est avec un niveau supra-élevé. Fait que tu te mets dedans, t'essayes, tu casses. Parfois, ça fonctionne. Fait que c'est la lueur d'espoir. Mais c'est ça. Puis en ce qui a trait à comment ça se représente à l'entraînement, souvent, c'est que tu respectes pas tes propres sensations. Tu t'embarques dans un flow sans t'en rendre compte. Puis si tu le fais une fois ou deux, c'est correct. Mais quand c'est continuellement, puis que tu en fais trop, puis que tu vas trop vite, ce genre de choses-là, c'est voyons, detrimental en anglais. Merci. C'est ça, juste pour te donner un exemple concret, je l'ai appris, ça a pris un certain niveau de maturité de ma part qui a été difficile à avoir au fil des ans, mais mes meilleures années, en fait, ma meilleure année universitaire, je l'ai courue avec les gens qui étaient dans le club de développement du groupe, en final. Parce qu'il y avait tellement une notion d'entraînement que pour être à mes allures, il fallait que je m'entraîne avec les gens qui étaient sur papier un peu moins bons que moi. Ou même avec les filles. Parfois, je paissais quand j'étais en reprise d'entraînement, moi, ce que j'aimais faire, c'était aller être le lièvre des groupes de filles un peu plus fortes. Puis ça me permettait
un, de les aider, ce qui est ultra valorisant, puis deux, de respecter un niveau d'effort que je voulais m'attribuer à ma personne. Dirais-tu qu'il y avait plus de collaboration que de compétition et que tu as mieux réagi justement à cet esprit plus entraide versus compétition hard à l'entraînement? Il y avait beaucoup de... Tu sais, je veux pas dire qu'il n'y avait pas de collaboration. Il y avait énormément de collaboration, surtout comme émotionnelle, si on veut, à l'extérieur du fait de courir. En dehors des entraînements, vous partagez du temps ensemble. Exact. Mais à l'entraînement, c'était plus compliqué, ou c'est peut-être moi qui ne suis jamais correctement... Tu sais, je veux pas mettre non plus le blâme sur un programme complet ou ce genre de choses-là. Je pense que j'ai fait énormément d'erreurs personnelles. Oui. Mais voilà. Non, puis je sais pas si c'est juste moi qui l'ai vécu comme ça aussi, mais souvent, on se sent beaucoup plus menacé par les gens qui sont directement en concurrence avec nous, parce qu'on peut dire que c'est de la collaboration une équipe. À la fin, il n'y avait que les 5 meilleurs qui partaient faire les Canadian cross-country. Les 5, mais disons que les 5 premiers comptaient au niveau des points et les 7 premiers partaient en bus là, faire les grosses compétitions. Fait que tu peux dire que tu es en collaboration. À la fin, il y a aussi une compétition interne parce que tu veux faire partie des 7 meilleurs. En fait, la compétition interne commence même avant de faire l'équipe nationale. La compétition interne, même quand tu es quote-unquote assuré de faire l'équipe en début de saison, tu as une genre de 2 semaines de sélection. Puis la blague à l'interne, c'était que souvent la course, l'entraînement de sélection, c'était une course qui devenait plus difficile que les 3/4 des courses sur le circuit universitaire. Comme au US Trial, un peu au marathon. Un peu, exact. Parce que ça mettait ton rang un peu dans l'équipe. Ça mettait ton rang dans l'équipe. Puis pour beaucoup de gens, c'était si je performe pas à cette course-là, je me fais couper point. Okay. Puis on parle d'une densité ahurissante. Là. Je pense que ma dernière année, on devait être au moins 15 à 20 personnes qui avaient déjà couru en bas de 15-30 sur 5 kilos. Là. Ouais. Fait que sur papier, il y en avait qui avaient déjà couru énormément plus vite. Mais en termes de densité, là, quand tu as un cas, tu as par exemple 16 personnes, c'est ahurissant. Ouais. Fait que, puis je me souviendrai donc toujours. Juste pour faire l'équipe, en fait. Là, pour juste pour faire l'équipe. Il y avait un nombre de places limité juste pour accéder aux entraînements universitaires. Pourquoi? Est-ce que c'était parce que ça coûte cher? Il faut le dire, un étudiant athlète, ça peut coûter jusqu'à 10 000 $ par année. C'était pas le chiffre que j'avais en tête. C'est toi qui es entraîneur. Tu le sais plus que moi là-dessus. Ouais, mais ça dépend beaucoup des universités, du budget. Mais l'Université Laval, on est dans des infrastructures qui sont clairement au-dessus de tout ce qu'on peut retrouver au Québec, même au Canada. Là, c'est des centres sportifs qui sont assez incroyables. Non, les infrastructures sont très, très belles. On est choyé à Québec pour ça. Puis, il faut le dire, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis de par l'université, de par la Fédération d'athlétisme avec le Centre d'excellence. Il y a eu beaucoup de financement qui a amené des belles choses aussi de ce côté-là. Là. Donc, c'est une chance de faire partie aussi de ça, de profiter des infrastructures, de gagner sa place c'est une cellule de soutien. C'est une cellule de soutien. C'est comme... Si tu veux progresser dans le sport en Amérique du Nord, puis ça, c'est un peu un des torts du sport, surtout quand tu es jeune, il n'y a pas de notion de club vraiment. Fait ta meilleure façon d'avoir du soutien, un suivi médical avec des physios, ce genre de choses-là, c'est que tu rentres dans une équipe universitaire puis tu essaies d'y rester. Là. Au moins, ça t'assure un certain filet pour progresser. Est-ce qu'avec le recul, tu aurais quand même choisi ce parcours d'aller dans la meilleure université du Québec en termes de sport, ou est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir une belle expérience dans des universités, alors je parle pas nécessairement d'aller à l'UQAM, qui était une université pas très cotée, mais il y avait des universités intermédiaires comme par exemple Sherbrooke, comme McGill, qui sont des bonnes universités, mais clairement pas avec le même En rétrospect, je regrette rien de ce que j'ai fait. Parce que j'ai créé des amitiés qui durent encore aujourd'hui. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai appris énormément sur moi-même aussi. Et puis ça m'a permis de me rapprocher un peu de ma famille à ce moment-là puis de revenir dans cette ville-là. Est-ce que si tu me poses la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Ben, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui me demanderait si j'aurais pas aimé rester à Calgary à ce moment-là. Parce que j'avais aussi énormément d'amis là-bas. J'avais ultra progressé. Je m'entendais super bien avec le coach. C'est un cadre qui est fou. Alors, Calgary, pour resituer, c'est une ville qui est vraiment à l'ouest au Canada. C'est en Alberta, donc c'est l'ouest canadien. C'est une ville qui est dans ce qu'on appelle les foothills, qui sont des plaines. C'est à 1000 mètres d'altitude, fait que c'est pas super haut, mais assez haut pour te dire qu'à la longue, tu finis par le sentir sur certains entraînements plus aérobiques. Mais tu es à 50 minutes des Rocheuses canadiennes. Fait que quand tu es un amateur de plein air, c'est le rêve. Est-ce que la culture est différente là-bas, vu que toi, tu as un peu expérimenté les deux? C'est quoi la différence entre la culture, parce que c'est anglophone en fait, cette partie du Canada, et la culture francophone québécoise?
C'est une culture différente, mais en fait, c'est difficile à qualifier, là. Mais c'est clair que c'est plus la culture anglo, quasiment des États-Unis, si on veut dire ça. En ce qui a trait à la culture de performance à l'université, ce qu'il faut dire, c'était une université, quand je suis arrivé là, qui était avec un groupe qui repartait quasiment de 0. Fait qu'on n'était pas dans une école avec énormément d'attentes en soi. Fait que je pense qu'il y avait vraiment une grosse cellule de solidarité. Puis les gens étaient là en se voyant progresser et non pas pour performer maintenant. Ceci étant, ce qu'il faut dire, c'est que l'année suivante, ils ont fini 2e. Puis les 2 années suivantes, je pense qu'ils ont fini 1er. Quand tu dis National, les gars de Calgary. OK. C'était quoi le nom de l'équipe? Les Dinos. Les Dinos. Fait que, est-ce que la culture a changé à l'interne ensuite? Je pourrais pas te le dire, j'y étais pas. OK. Puis est-ce que le fait... On va rebondir un peu, là, mais est-ce que le fait de t'avoir entraîné en groupe pendant un certain temps avec une certaine compétition au sein du groupe, est-ce que tu penses que ça a eu une influence sur le fait qu'aujourd'hui, tu t'entraînes, je pense, plus seul, plus solitaire? Est-ce que je me trompe ou... Non, tu te trompes pas. C'est vrai que la majeure partie de mon entraînement, je le fais en solo. Ceci étant, j'ai toujours des gens qui vont m'accompagner à diverses périodes pour, dépendant de ce que j'ai à faire, ou c'est circonstanciel, ou des gens qui se rapprochent, ce genre de choses-là. Mais c'est clair que j'ai pas de groupe sur lequel me soutenir. Tu sais, par exemple, présentement, j'ai un de mes bons potes, lui, il va préparer les championnats de France de course en montagne. Fait que c'est sûr qu'on risque potentiellement de faire certains entraînements ensemble parce que ça fit. OK. Mais est-ce que c'est quelque chose d'officiel? Non. Est-ce que ça te manque, puisque tu avais l'habitude d'être comme... En fait, tu es un peu passé d'un contexte à un autre totalement différent. Avant, tu t'entraînais tout le temps avec les mêmes gars, tu étais même avec eux à côté. Et là, d'un coup, tu sors de l'université, tu as un job, tu vois beaucoup moins de gens. Ça isole un peu plus aussi d'avoir un job en termes sportifs? Ça isole un peu aussi quand tu sors de l'université parce que, tu sais, moi, je l'ai vécu. Là, j'étais tout le temps avec les mêmes groupes, dans les vestiaires, à l'entraînement. On allait manger au resto le soir ensemble. Plusieurs réponses à ça. Ce qu'il faut dire, c'est que ma dernière saison universitaire, j'avais déjà commencé à faire certains trucs par moi-même parce que je savais que je préparais mon marathon aussi. Fait que dans ma préparation, il y avait une portion que je faisais style cross-country, puis l'autre que je commençais déjà à préparer un peu mon marathon. Fait que ça, j'étais déjà en solo. Fait que j'ai comme eu cette phase transitoire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai toujours travaillé pendant mon université en même temps. Fait que j'avais toujours un pas dans ma carrière professionnelle en même temps que ma carrière académique et ma carrière sportive. Fait que ça n'a pas été un énorme choc quand j'ai fini ma maîtrise. En fait, je le voyais, ça a été vraiment une belle opportunité pour moi, puis je l'ai vu comme une opportunité parce qu'il y a un niveau de contrainte aussi qui est associé à être dans une équipe que tu as pu. Comme, OK, là, tu organises ton horaire comme tu veux, en fonction de ce qui t'accommode, en fonction de c'est quoi ta réalité. Si tu te sens pas bien une journée, tu peux te déplacer tes trucs. Tu dirais que ça crée plus d'autonomie aussi? Définitivement. Plus arriver à faire tes propres choses. Ah, c'est clair. C'est clair. J'ai vécu un peu comme ça, parce que quand tu es cross-country à l'université, en gros, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas, le cross-country, c'est septembre, octobre à peu près. Et après janvier, février, tu as la saison sur piste. Et tu as le droit à 5 ans d'éligibilité. Ça veut dire que pendant 5 ans, tu peux faire exactement la même chose toutes les années. Fait qu'en fait, tu n'as pas vraiment d'autonomie au sens où si à un moment, tu as envie de faire d'autres distances, si tu avais envie de faire du trail, bon, le trail, c'est encore plus loin, mais même si tu avais envie de faire du marathon ou du semi-marathon, c'est assez compliqué. Ça peut se faire, mais c'est pas super bien vu non plus, parce que c'est comme si tu mettais pas toutes tes chances de ton côté pour le cross-country ou l'athlétisme. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis là, quand tu finis l'université, d'un coup, on te dit, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Et d'un coup, tu es comme, waouh. Tu fais ce qui t'allume. C'est Et ça. ça, c'est facteur numéro 1. En fait, mes meilleures années de course, je les ai depuis que je ne suis plus universitaire. Parce que moins de contraintes associées, je peux mieux me respecter. Puis surtout, je fais réellement ce qu'au plus profond de moi, j'ai envie de faire. Comment tu penses que ça t'affecte de t'entraîner pour les distances pour lesquelles tu as vraiment envie de compétitionner, juste en termes de l'attitude que tu as à l'entraînement? Je sais pas si tu comprends. C'est de la ma question. motivation. Je suis beaucoup plus motivé. Tu te sens plus motivé? Dirais que ça joue sur les erreurs d'entraînement aussi? Pardon? Dirais-tu que ça joue sur les erreurs d'entraînement aussi, vu que tu le fais plus pour toi versus pour les autres? Oui puis non, parce qu'il y a certains trucs où tu vas plus te respecter en tant que personne, par exemple tes allures, mais tu as parfois une tendance à négliger certains détails, tu sais, le sommeil, bien manger, ou comme les séances de récupération qui sont programmées avec l'équipe, ce genre de choses-là. Fait que c'est comme un win-win. Parce que tu perds le cadre aussi. Tu perds la aussi le structure, cadre. Tu sais, je le mentionnais tout à l'heure, pour un coureur en théorie plus jeune,
ta structure numéro 1 de développement, c'est de par ton parcours scolaire. Puis là, du jour au lendemain, tu n'as plus ça. Fait qu'il faut que tu t'organises. Puis, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, pour moi, le fait d'avoir un job, c'était aussi une façon de m'assurer d'avoir ce cadre-là sécurisant où je me donnais une chance de continuer de progresser, mais avec ma réalité. OK. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur aujourd'hui de t'entraîner quasiment comme un élite, là? Parce que maintenant, t'es rendu vraiment... t'es quand même rendu dans les meilleurs au Québec entre elles. Qu'est-ce que je trouve le plus difficile? Mais je pense qu'il faudrait peut-être dire qu'il est passé de la route à la trail avant. Ouais, c'est un sujet intéressant parce que, bon, on le disait tout à l'heure, tu as couru 2h23 au marathon. 2h23 au Québec, il n'y a pas beaucoup de gens qui courent ça. Et pour un début au marathon, c'est extrêmement rapide. Juste pour comparer, moi, j'ai fait mon premier marathon en 2h27 haut, là, 2h27-50. Aujourd'hui, je cours 2h18. Donc, si on part du principe que toi, tu as commencé en 2h23... À ton avis, tu cours en quel temps aujourd'hui? Je ne veux pas créer de la frustration ou des émotions négatives. C'est pas du tout ça parce que c'est dans mes plans de refaire un marathon à court terme. OK. Fait que cette année, là, 2023. Potentiellement. Mon automne 2023 n'est pas encore tout à fait canné. J'ai 2 options. Puis l'une de ces options, c'est de tenter de refaire un marathon. OK. Quand j'ai fait mon marathon en 2020 à Houston, c'est probablement... Il n'y a pas beaucoup de performances dans ma carrière dont je suis réellement fier. Les performances dans ma carrière dont je suis réellement fier, c'est celles où j'ai surperformé par rapport au niveau où j'étais parce que j'étais dans un état d'esprit où j'allais là pour me dépasser, point. Houston, c'est une de ces performances-là. Sur papier, c'est pas ma performance qui vaut le plus cher, mais c'est probablement une de celles qui me rend le plus fier, où j'en dégage un sentiment de bonheur aussi, de plaisir, comme ça a été douloureux et j'ai tellement eu de fun. T'avais quoi en tête comme objectif? C'était quoi l'idée à la base? C'est quand même drôle que tu poses cette question-là parce que, note à part, dans mon log d'entraînement, je note toutes mes journées, tout ce que je fais depuis probablement 2016. Puis de temps en temps, je retourne dans mes logs d'entraînement pour lire certains trucs, surtout comme présentement, je deal avec une petite blessure. Puis je tenais à voir qu'est-ce que j'avais fait dans les dernières années. C'est un peu une introspection aussi. Ouais, parce exact. Que tu écris des commentaires plus comment tu filais, etc. Exact. Tout est là. Il y a énormément. En fait, c'est quasiment comme un carnet de vie. Parfois, c'est très personnel. Il faut le dire que notre coach Doris, il faisait ça aussi. J'ai eu accès à son carnet de 1986 qu'il m'avait prêté. Je pense que tu l'avais vu aussi. Puis il notait tout. Alors lui, il notait pas nécessairement beaucoup de choses sur les émotions et tout, mais c'était très pragmatique sur les pourcentages de VMA, etc. Mais est-ce que c'est lui qui t'a inspiré de faire ça ou pas du tout? Non, je le fais depuis toujours. OK. Puis ça, ça vient de mon ancien entraîneur, Joël Bourgeois, qui m'avait incité à remplir un log pour que lui puisse avoir un feedback, puis j'ai juste continué. Puis il faut le dire, je suis un peu geek aussi, fait que j'ai beaucoup de data là-dedans. Fait que ça me permet de créer comme mon propre modèle de suivi de ma performance. Tu notes quoi, par exemple, pour les gens qui nous écoutent puis qui auraient peut-être envie d'en commencer un? Code d'effort, dénivelé positif, temps, les allures, mes BPM. J'ai commencé à travailler aussi avec du wattage un petit peu, kilométrage. Il y a beaucoup de trucs là-dedans. Et ça pour chaque course, pour chaque entraînement? C'est pas tout. Juste pour les qualités, là, Tout. c'est aussi pour les jogs. Tout. Puis tu sens aussi, si t'as un petit bobo, une petite blessure, tu le mets dans ton carnet. Ouais, tout est là. Puis, qu'est-ce que je fais en suivi caretaking aussi, là? Le genre de séance de récupération que je vais avoir, si j'ai des traitements physio, s'il y a des aiguilles, si je vois un chiro, ce genre de choses-là. Quand tu parles d'aiguilles, tu parles Aiguilles de quel genre sèches. d'aiguilles? Okay. Et les dry Sans needling, préciser. c'est une technique utilisée en physiothérapie où tu fais de la stimulation intramusculaire en allant mettre des aiguilles. Pour détendre les muscles, en fait. Exact. Ok. Fait que Tu c'est fais ça comme- tout seul? Non, du tout. C'est des professionnels qui font ça. Parce que je vois des fois, j'ai vu dans la série Team Ingebrigtsen, Ingebrigtsen ouais, ils qui le faisait font ça eux-mêmes. tout ça. Non, je suis qui pas faisait prêt tout à me seul rentrer maintenant. des aiguilles dans le mollet ou dans le quad. J'étais curieux parce que je me suis dit, si eux le font tout seul, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut s'apprendre Ah, aussi. définitif. Mhm. Il y a des J'ai formations fait une là-dessus. fois, là, juste pour l'anecdote. Là. Je suis allé une fois chez, j'allais dire un mec qui met des aiguilles tellement le nom me vient pas, là, mais un acupuncteur. Et il connaissait vraiment pas le sport. Il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je courais, mettons, 120 km. Puis là, il m'a dit, déjà, c'était la première erreur que je faisais. Mais il y a quand même une différence entre du dry needling puis de l'acupuncture. Puis là, un professionnel. Ah oui, c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Ok. Puis un professionnel de la santé pourrait l'expliquer beaucoup mieux que moi. Mais de l'acupuncture, ça vient de la médecine chinoise où tu viens stimuler ton système nerveux au niveau de l'épiderme.
Du dry needling, tu vas vraiment intramusculaire. Donc Puis c'est il y a- plus profond. C'est vraiment plus profond. Et- Fait qu'il y en a un qui travaille comme sur ton système global nerveux, si on veut dire, puis lymphatique jusqu'à un certain point, Ok, versus l'autre, c'est purement musculaire. ok. Et pour finir l'anecdote, il m'a mis plein d'aiguilles comme ça. Oui. J'avais des problèmes musculaires au niveau des quadriceps, puis ça fait aucune différence. C'est la seule expérience que j'ai eue. Du coup, j'y suis pas retourné, mais des fois, j'ai envie d'y aller, mais comme j'ai personne qui peut me dire ça m'a vraiment aidé. Genre. Mais c'est que ça dépend des techniques, c'est ultra personnel. Perso, là, tu parles d'acupuncture. En soi, moi, je sais que je réagis très, très bien, mais je suis quelqu'un de très nerveux aussi dans la vie, fait que je pense que... Mais tu réagis bien, concrètement, c'est quoi tu... Ben, par exemple, j'ai eu des gros problèmes au tendon d'Achille, classique, faire trop de pistes intérieures. Puis ça a été long à résoudre mes problèmes, mais avec quelques séances d'acupuncture, j'ai été capable d'assimiler ça. Est-ce qu'il y a de l'effet placebo? Potentiellement, tu sais, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a aidé. Je connais pas la science au niveau de l'acupuncture. Je serais curieux. J'ai pas vu les articles scientifiques et tout. Je sais pas si c'est quelque chose qui est assez bien prouvé scientifiquement ou pas. Tu as déjà essayé, toi, Gab? Jamais. Mais moi, ça m'intéresse. Ça m'intrigue vraiment. Ah ouais? J'ai jamais essayé. Je connais personne. Non, Mais c'est c'est pas toujours, très... toujours quelque chose. C'est comme une médecine un peu douce. Tu penses que ça va faire des pouvoirs des fois. Ça m'a ou de pas la l'air très magie. doux, là, les Du aiguilles, mais- dry Ça fait mal? needling, c'est pas super doux. Là. Il y a des gens qui réagissent moins bien que d'autres. L'acupuncture, c'est des médecines alternatives. Là, mais Ouais. c'est quand même drôle parce que ça, c'est donné à l'Université Laval où j'allais. Il y a une clinique de médecine du sport qui est associée à ça. Puis eux, ils ont des spécialistes en Ah acupuncture ouais. qui avaient là. Oh. En plus des physios et tout le bordel. Wow. C'est quand même très T'y cool. allais pour des ça. fois, Ouais, définitivement. C'est comme ça que t'as découvert? Souvent. En fait, non, c'est pas comme ça que j'ai découvert, mais j'y allais de temps en temps. Ok. Fait que, ouais. Fait que si on récapitule, là, t'as commencé coureur universitaire, 5, 6, 7 ans environ. Après ça, Ah, moins que ça, 4 ans. 4 ans. Ouais. Fait que t'étais plus centré vers cross-country, route, piste. En fait, j'ai fait cross-country 1503 000. C'est pas mal juste ça que j'ai fait pendant que Ok. j'étais là. Puis après ça, je pense qu'après ta carrière universitaire, t'as plus migré vers le trail. En fait, j'ai fait un stint sur la route. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai fini ma carrière universitaire en plein début de pandémie. Puis quand j'ai fait le marathon de Houston, c'était probablement la dernière course, disons, de niveau global qu'il y a eu avant que le monde shut down. Fait que ça a été une luck incroyable pour moi de réussir à Covid. aller là. Ouais, c'est vrai. Janvier 2020 ou Janvier 2020. Ouais. Puis 2-3 semaines plus tard, tout fermait. T'as été chanceux au final. Ah ouais, vraiment. Puis c'était dans ma tête, moi, c'est sûr que j'allais refaire des marathons. Puis j'ai fait plusieurs prépas marathons sans faire de marathon, ce qui est quand même ironique. Mais j'ai fait beaucoup d'essais chronométrés sur route, 5, 10 kilos, demi-marathon. Puis après ça, j'ai fait un peu de piste extérieure, 5 000, 10 000. Mais j'avais commencé déjà à réintégrer certains projets perso en course en sentier. Et de fil en aiguille, je suis retombé dans mes amours de la course en sentier qui m'avait... c'est comme ça que j'ai découvert la course Ouais. au final. Là. Je le mentionnais en tout début d'entrevue. Ouais, c'est ça. Puis... Je serais curieux, tu sais. Puis la question s'adresse à vous deux, là. Puis sentez-vous à l'aise d'en parler ou pas, là. Mais moi, ça m'intrigue. Les deux, vous êtes en relation amoureuse présentement. Alors, Puis- pas ensemble, hein, c'est ça qu'il Non, faut non, pas. préciser. Quoi que j'aimerais bien quand même. Je suis un peu jaloux de Pauline présentement. J'adore ton intro. Mais je me demandais comment vous vivez une relation amoureuse avec une partenaire en jumelant l'entraînement de haut niveau. Tu sais, des fois, est-ce que c'est dur en relation? Est-ce que ça a été comme un frein des fois à la carrière de course à pied ou des fois vous vous sentez plus soutenu? Tu sais, je sais pas à quel point vous êtes ouvert d'en parler. Si Toutes vous ces êtes vraiment réponses. Ouvert, Moi, je pense qu'on a y a des des expériences défis ou des tu sais. sûrement différentes là-dessus parce que c'est hyper personnel. Mais tu sais, moi, j'en ai parlé beaucoup de fois, là, que ce soit dans mes vidéos ou peut-être même dans les épisodes précédents. Mais j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui pas seulement comprend mon projet, mais qui est 100% embarqué dans mon projet. Tu sais, je te prends un exemple. Je vais Tu la partir. sens investie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pars au Kenya dans 3 semaines, puis elle me rejoint 8 jours pour venir prendre des vidéos, faire du contenu pour les réseaux sociaux, m'aider sur les sorties longues, m'accompagner à vélo, etc. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de conjointes, je pense, qui vont faire le déplacement depuis Montréal pour aller au Kenya, pour après aller à Rotterdam pour m'accompagner pour le marathon. Ouais, Tu sais, ouais. C'est comme beaucoup de sacrifices aussi, là. Fait que moi, j'ai cette chance-là. Je sais pas, toi, Sam, si... C'est un peu différent. C'est clair qu'il y a un aspect communication qui doit être présent. Ce qu'il faut dire, c'est que Cynthia et moi, on a 2 vies professionnelles extrêmement occupées. Puis Cynthia, elle, son projet de carrière professionnelle le valorise
énormément. Ça fait que je tiens à respecter ça aussi. C'est un jeu de planification continue. Est-ce que c'est facile? Non. Souvent, c'est difficile, mais c'est une question de... Moi, je suis capable de dire probablement 12 mois à l'avance, c'est quoi toutes mes courses. Ah ouais. 6 mois à l'avance, tous mes gros entraînements, mes grosses semaines, je sais où les placer, fait qu'on est capable de s'organiser autour. OK. Il y a une notion aussi d'être en mesure de se retrouver là-dedans, donc de se forcer à planifier des journées où on se dit comme là, il faut qu'on soit ensemble, qu'on fasse une activité, puis parce qu'on en ressent le besoin, puis qu'on a envie de le faire aussi. Hors course? Hors course. Hors course. Je tiens pas forcément à ce que Cynthia soit non plus présente tout le temps dans ma vie de course parce que ça peut devenir overwhelming là. Et voire même étouffant. Tu sais, parfois, je le vis moi-même un peu de cette façon-là parce qu'il y a beaucoup de choses, puis tu es pris un peu dans cette bulle-là. Puis j'aime ça, avoir cet équilibre où je me dis, il y a la course, mais il y a aussi ma vie. Puis ça, c'est quelque chose que auquel j'essaye de faire le plus attention. Puis pas que la course devienne omniprésente non plus dans notre couple. C'est difficile parce que ça prend énormément. Mais c'est un souhait que j'ai. Ceci étant, c'est sûr que j'ai du soutien. Est-ce qu'elle m'accompagne? Oui, quand elle le peut. Je veux dire, on s'est tapé 28 heures de bagnole en novembre dernier, aller-retour pour juste une de mes compétitions, puis elle a pris des vacances pour ça. Wow. Fait que de dire comme, est-ce qu'elle n'est pas présente, ce serait mentir, puis ce serait ingrat de ma part. Ouais. Arrivez-vous à trouver une façon, des fois, d'harmoniser justement la course avec la relation de couple? Je prends un exemple, des fois, avec Pauline, on va à Rotterdam pour courir le marathon. Donc, tu peux dire juste, c'est 100% course, on part à Rotterdam pour courir ton marathon, ou on profite de l'occasion pour aussi vivre un week-end ou plusieurs jours de couple qui n'est pas juste, tu vois, dans un contexte de course, créer des moments hors course. Non, ça, j'aime... on en a pas mal parlé, là, mais de mixer les deux, on n'est pas fan de cette situation-là. Puis même personnellement, j'aime bien avoir une séparation entre les diverses sphères de ma vie. Là. Je suis assez cartésien sur certains trucs. Là. Fait que juste perso, je fais jamais... C'est très rare que je fasse, par exemple, des semaines de 7 jours d'entraînement. Je vais toujours garder une journée de repos. Puis cette journée de repos-là, je valorise faire autre chose. Ah, wow. C'est comme ça que je fonctionne, puis je tiens à avoir 7 journées où je peux décrocher. Okay. On en parlait dans l'épisode 1, justement. Moi, j'étais vraiment, pour le coup, comme toi. Même si je dois courir 10 ou 11 fois dans la semaine, je veux toujours avoir un jour totalement off. Et une des raisons à ça, c'est que ce jour-là, c'est souvent le jour qu'on prend avec ma copine pour faire les trucs qu'on n'a jamais le temps de faire quand on doit courir 2 fois par jour. Mettons des trucs bêtes, mais juste aller se promener dans Montréal, aller faire les magasins, partir à Costco. Ouais, non. c'est des trucs tu vois, bêtes. Ça, c'est le genre de truc qu'on va souvent se dispatcher. On a chacun un peu, si on veut, nos tâches qu'on fait plus dans la vie quotidienne. Souvent, cette journée off, c'est pas une journée pour faire des trucs parce qu'on n'a pas le temps de les faire autrement. Non, c'est on va valoriser, faire une activité. Souvent, on va partir dans le bois, honnêtement. Là. On va aller faire de la rando, on va aller faire du ski de rando, on va aller en camping. Puis pour revenir sur la notion des vacances et des projets courses, moi, je garde toujours 2 semaines de vacances par an qui n'est pas axé course. Fait que, on est allé aux îles de la Madeleine, on est allé dans l'Ouest. Là, on retourne normalement dans l'Ouest cet été. On a d'autres projets aussi de voyage, mais la course ne touchera pas à ça. Okay. C'est 2 sphères. Dans l'organisation. Puis je reviens souvent là-dessus de la façon dont j'ai aussi construit ma vie personnelle avec ma carrière professionnelle. C'était pour m'assurer d'avoir cette qualité de vie qui me permettait de dispatcher un peu les choses puis d'avoir cet équilibre où ça s'auto-soutient, si on veut. Est-ce que la course a déjà été un sujet de conflit dans vos relations? Définitif. Ah ouais? Dans le sens qu'à un moment donné, il faut faire attention. Je veux dire, on est des gens passionnés, on est des gens qui ont tendance à chercher le plus haut point par rapport à nous-mêmes puis des attentes fortes envers nous-mêmes, mais c'est définitif que parfois, ça transparaît sur nos relations autour, puis pas d'une façon agréable ou que ça peut devenir trop étouffant de toujours mettre notre projet personnel de l'avant. Fait que c'est un apprentissage face à nous-mêmes, de respecter aussi la personne avec qui on est. Puis est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que on réussit ou je réussis
tout le temps, assurément pas. Là. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que je le vis pas tant comme c'est la course le problème, mais plutôt c'est moi le problème, comment je vis la course. Parce que je pense que si je faisais un autre sport à ce niveau-là, ce serait exactement la même chose. Fait que je le vois vraiment pas comme un problème du sport, je le vois vraiment comme un problème de à quel point, jusqu'à où je suis d'accord de mettre en avant dans notre couple, et surtout jusqu'à où ma copine, elle est d'accord pour que ça prenne cette place-là dans notre vie. Et je pense que, comme disait Sam, c'est 100% une communication. En fait, il faut juste que les deux parties soient d'accord. Je pense que l'équilibre, c'est pas nécessairement un but qui est sain pour tous les couples, parce que dans une relation comme ça où tu as un athlète qui essaye de faire du haut niveau ou qui fait du haut niveau et une autre personne dont c'est vraiment pas le but, on a des personnalités différentes et le but n'est pas l'équilibre, le but c'est la satisfaction des deux en fait. Donc c'est aussi trouver des stratégies des fois en tant que coureur. Et je pense que c'était ces 2 semaines de pause qui étaient vraiment une bonne stratégie pour que la personne ait l'impression que des fois le focus, qui est genre 90% du temps sur l'athlète, parce que on le veuille ou non, ça prend vraiment beaucoup de temps pour récupérer, pour faire en sorte que tu arrives au niveau, de temps en temps, c'est plus sur moi le focus. C'est sur notre couple ou même carrément la personne. Ouais, puis j'en discutais par exemple d'autres exemples concrets. En fait, Cynthia, elle travaille dans le milieu événementiel, puis parfois il y a des événements à livrer, puis c'est des ultra grosses périodes pour elle. Fait que je sais aussi quand est-ce que ces périodes-là arrivent, pour que je sois prêt à peut-être assumer. Tu sais, c'est du donnant-donnant dans l'histoire. Il faut qu'il y ait des compromis, puis qu'il y ait une collaboration qui se crée face au projet de chacun. Avez-vous des conversations, c'est un truc dont je suis curieux, mais même toi, Gab, là, sur vraiment votre projet sportif avec votre partenaire, ou c'est quelque chose que vous n'avez pas nécessairement? Tu veux dire notre projet sportif? Mettons sur vraiment, tu sais, comme si c'était un peu... Bon, je prends l'exemple pour moi, parce que ma copine, des fois, c'est un peu mon coach, là. On va pas se mentir, elle me connaît mieux que n'importe qui et elle sait quand j'en fais trop parce qu'elle me voit, tu sais, dans le quotidien, elle voit qu'il y a des moments où je régule moins bien mes émotions et ça, c'est souvent le premier signe de surentraînement. Quand je commence à être irrité pour un truc qui objectivement devrait pas m'irriter à ce point-là, elle voit qu'il y a quelque chose. Alors, ça peut être juste que j'ai super faim, mais quand ça se reproduit trop souvent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, Cynthia est quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Donc, moi, c'est parfait pour moi parce que ça me ramène les 2 pieds sur terre. Puis à un moment donné, c'est de réaliser, OK, c'est bien juste courir, puis c'est un pied devant l'autre. Souvent, on se casse un peu trop la tête versus ce qu'on devrait, puis ça nous remet les pendules à la place de se le faire dire. Ça fait que de ce côté-là, je pense que c'est une bonne chose. En ce qui a trait au projet, c'est clair que, quand je pose ça, moi, j'ai un certain time frame dans lequel je sais que je peux réaliser mon projet athlétique. Puis c'est quelque chose dont on a parlé, puis qui est entendu. Mais à certains points dans notre vie, il y aura potentiellement d'autres projets qui arriveront. Mais fait que, ce genre de time frame-là est défini entre nous deux. Là. Mais vous en parlez de ça, mettons, moi je prends l'exemple parce que je le connais, mais moi je me dis, j'ai jusqu'à 40 ans pour performer au marathon, par exemple. Ouais. Je pense à 40 ans, oui, ça peut être 38 ou ça peut être 40. Ouais, c'est des trucs dont vous parlez, donc c'est acté, parce que des fois, c'est moi, des par choses exemple, pas... je le sais que, imaginons, avec mes aspirations, on va dire, plus professionnelles dans le monde de la course en sentier, je me donne à peu près jusqu'à mes 35 ans, plus ou moins. Puis c'est mon time frame que je me dis, comme... Je me donne cette chance-là, puis les deux, on est comme enlignés là-dessus, comme afin de me donner une chance de réaliser ce projet-là à fond, puis pas de vivre avec le regret de me dire est-ce que j'aurais pu le faire puis je l'ai pas fait. Ouais, c'est un peu ça que je me dis des fois. Je pense que ça me ferait mal de me dire, ça me ferait mal dans le présent, que je me dise dans le futur, si j'avais vraiment essayé, peut-être que j'aurais pu le faire. En fait, je veux vraiment... je veux pas que ma carrière meure avec des regrets. Genre, on me dit, oh là, j'ai vraiment... En fait, je pense que ce sera jamais 100%, c'est impossible. Non. Mais si je me suis à 97 ou 98, je suis extrêmement content. Exact. Puis c'est de look back en disant, je cherche les termes, les mots appropriés, mais j'ai réellement essayé. Je préfère me casser la gueule puis échouer en me disant, je poursuis potentiellement un rêve futile ou ce genre de choses-là. Parce qu'en plus, c'est abstrait. Est-ce que ça va changer le monde que je sois payé au niveau professionnel à en faire ma vie par la course à pied? Il n'y a aucun sentiment d'altruisme là-dedans. C'est ultra égoïste et personnel. Mais c'est un rêve que j'ai envie d'atteindre puis d'essayer peut-être pour me le prouver à moi-même aussi. Puis si j'en suis pas capable, au moins je me lèverai plus tard quand je serai plus vieux en me disant au moins je l'ai essayé puis j'ai la fierté d'avoir tout donné en l'essayant. Et à quel point ça te rend mal à l'aise potentiellement de dire que ça peut être futile? Je sais pas si tu comprends ma question. Oui, non, j'ai beaucoup de difficultés.
un des trucs que je valorise énormément dans mon travail actuel, c'est qu'il y a une notion de rendu, si on veut, à la communauté, puis d'amélioration de la qualité de vie, on va dire, citoyenne puis communautaire. Là. De me dire, j'ai un projet ultra égoïste où je mets toutes mes décisions pour optimiser ma petite personne. J'ai encore de la difficulté avec cette notion-là. Est-ce que ça te crée de l'anxiété et des émotions négatives? Oui. Parce que tu penses que être égoïste, c'est une valeur plutôt négative dans la vie? C'est pas de l'anxiété, mais plus quasiment une forme de honte, honnêtement. Okay. Une forme de malaise, de me dire Puis un sentiment de culpabilité. Et tu penses que ça vient d'où, cette pression de justement... Parce qu'à la fin, c'est une question de valeur. Mm-hmm. Si par exemple, c'est dans un système de valeurs où tu penses que avoir un projet 100% personnel, j'utiliserais plus ce mot-là plutôt que égoïste, parce que dans égoïste, il y a un jugement de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Penses-tu que... As-tu une idée de où ça peut venir? Et est-ce que tu as vu des changements aussi avec les années, où c'est comme toujours autant présent, potentiellement cette honte des fois que tu peux ressentir quand tu vois ce projet-là égoïste, comme tu le dis? Est-ce que le sentiment est toujours présent? Assurément. Est-ce que j'ai appris à le tempérer? Oui. Je pense que de me rapprocher de groupes de courses, de groupes de courses avec des potes où on a une valeur comme sociale, ça m'a énormément aidé là-dedans de me dire je le fais aussi pour être avec des gens puis apprendre à connaître des gens. Mais au final, je regarde encore mon projet personnel puis je me dis face à moi-même ce que je veux réaliser. Oui, c'est égoïste, puis non, j'ai pas... je saurais pas dire ça vient de où, honnêtement. Mais est-ce que tu réalises la force, le pouvoir que tu as en tant qu'athlète élite, le modèle que tu es pour énormément de gens, et tu le sais pas forcément? Peut-être tu as un petit frère qui fait de la course. Est-ce que c'est un hasard s'il fait de la course, sachant que son grand frère performe en course? Et je prends ton frère, ça peut être les dizaines de personnes qui savent au niveau où tu es, qui ont vu ta progression. Est-ce que des fois, tu réalises à quel point c'est aussi une influence qui va avoir des répercussions positives sur la santé physique et la santé mentale des gens? En plus, tu es sur Instagram, fait que tu as un pouvoir d'influence qui est démultiplié par le fait que ce soit sur Internet. C'est clair qu'il y a un pouvoir d'influence, mais on dirait que je me considère pas potentiellement... en fait, je me considère pas comme quelqu'un qui a un niveau d'influence à ce point. Ceci étant, je fais relativement attention aussi à mes actions, parce que je tiens à être respectueux sur ce que je renvoie, si on veut. Mais j'ai on dirait qu'il y a une certaine forme d'être un peu imbu de soi-même en disant « j'ai la capacité d'influencer autant de gens. » Puis disons que c'est pas toi qui peux le dire, mais que c'est très probable dans la mesure où en course à pied, il y a un système de hiérarchie qui n'est pas nécessairement nocive, mais qui fait que quand tu atteins un niveau de compétence comme le tien, c'est-à-dire de courir aussi vite, aussi longtemps, il y a beaucoup de gens qui ont ce but aussi. Et que font les gens qui sont moins bons que toi quand ils ont le même but que toi? Ils regardent ce que font les gens qui sont meilleurs. Et nous, on fait la même chose avec les gens qui sont meilleurs que nous. C'est juste que si tu prends cette pyramide-là, il y a beaucoup plus de gens qui courent moins vite que toi que des gens qui courent plus vite que toi. Mais nécessairement, il y a beaucoup de gens qui ont envie de savoir ce que tu fais et aussi ça les motive. Et ça, c'est sans compter tous les gens qui sont même pas dans le sport. Je veux dire, tu prends une personne de la population générale au hasard, puis tu lui montres aussi ce que tu fais comme entraînement, ça va l'intéresser, ça va la motiver parce qu'il y a des gens qui sont juste fascinés par le fait que le corps humain puisse faire ça. Un modèle dans ce sens-là aussi, tu vois. Il y a une notion de promouvoir certaines valeurs, que ce soit l'activité physique, que ce soit santé, bien-être. L'épanouissement personnel aussi, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment important. Là. Le fait de découvrir, je pense... à terme, j'aimerais ça qu'on puisse réaliser aussi dans les environnements dans lesquels on se trouve, particulièrement en course en sentier, puis qu'on fasse attention à avoir une certaine protection des environnements où on se trouve. Fait que je pense que oui, il y a un certain médium dans lequel je pourrais comprendre qu'il y a un jeu d'influence qui se fasse, mais de là à me dire aujourd'hui, je vais avoir de l'influence sur ça, j'en suis pas là dans mon schème cognitif. Là. Est-ce que ça te rendrait mal à l'aise si, par exemple, d'un coup, tu te rendais compte qu'il y a plein de gens qui s'étaient mis à la course ou même qui avaient commencé un projet sportif un peu plus... pas ambitieux, mais tu sais, un peu plus genre, OK, j'ai envie de faire mon premier marathon, j'ai envie de faire un marathon avec ce temps-là.
Ce serait quoi le sentiment que tu aurais si tu te rendais compte qu'il y avait des gens Premièrement, je trouverais ça cool. You go. C'est ça qu'il faut, là. Je veux dire, on est là pour avoir du fun aussi, là. Puis jusqu'à un certain point, je trouverais ça flatteur. Flatteur, OK. Yo, les gars, c'est quoi votre... Yo, les gars! Yo, bro! C'est quoi, mettons, votre objectif ultime en course à pied? Comme, si vous êtes complètement transparent, là, vous enlevez tous les filtres sociaux, c'est quoi votre objectif? C'est quoi que vous recherchez ultimement avec la course à pied ou votre idéal que vous rêvez? Est-ce que vous en avez? Oh oui. Moi, j'aimerais ça... Allez-y, là, gâtez-vous. Comme là. mon grand-père, à 75 ans, être en train encore de courir en split short à côté de ma maison puis de faire mon petit club de 10 kilos. Split short, ça, c'est comme les shorts courts. Celles qui sont bien fendues, 2 pouces. Là. Ça, de me dire, je vais vieillir en étant capable encore de faire ce que j'aime faire, puis ça me procure du bonheur et de la fierté encore plus tard down the road. Ouais. Ça, honnêtement, si j'arrive à faire ça, là, je serais content. Ça, c'est ton objectif numéro 1 que tu as souvent en tête, c'est ça? Honnêtement, j'y pense beaucoup. De me dire, ce que je fais, je le fais vraiment parce que j'aime le faire. Être en santé à long terme. Genre. Être en santé, puis juste le fait de bouger, courir, la liberté que ça procure, le fait de pouvoir explorer avec ça, c'est ce pourquoi je l'ai commencé puis que je continue de le faire encore à ce jour. De me dire, j'ai pas envie de finir brisé, plus être capable de rien faire. Non, je veux que ça puisse perdurer dans le temps. Puis si on regarde dans une fenêtre plus court terme, d'ici 10 ans, mettons, as-tu d'autres objectifs comme un peu plus compétitifs? J'en ai plein. J'en ai plein. D'ici 10 ans, j'aimerais ça être au meilleur niveau mondial en ce qui a trait de la course en sentier. OK. Être comme un Kylian Jornet ou dans ces eaux-là, c'est ça? Kylian, c'est un idéal. C'est un idéal, mais de me dire que je peux compétitionner pour les podiums, les premières places sur les plus grandes courses de la planète, je crois fermement que j'en ai le potentiel. Je pense que l'avenir nous dira si c'est arrogant de dire ça ou si c'est un but de soi-même, mais on le saura qu'en essayant. C'est un de tes moteurs en ce moment de motivation. Là. Ben, c'est sûr que d'avoir un certain niveau où je pourrais devenir professionnel ou de professionnaliser ma passion, c'est quelque chose qui m'allume aussi. J'ai pas dit mon dernier mot sur marathon, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure. Là, il y a certains endroits où je juge que j'ai pas encore atteint un niveau ou disons quelque chose dont je vais être en paix avec moi-même quand je vais fermer ce livre-là. C'est quoi ce niveau-là? Ben, par exemple, si je regarde mon 1500 mètres, mon 3000 mètres, mon 5000 mètres à la limite et mon 10 000 mètres, je suis comme, est-ce que j'aurais pu potentiellement courir plus vite dans ma vie? Oui. Mais est-ce que je suis en paix présentement avec ce que j'ai réalisé puis j'en suis fier aussi? OK. Puis je pense qu'en tant que puis ça, c'est n'importe... Tu peux le transposer dans n'importe quoi dans ta vie. C'est comme, ce que tu accomplis, est-ce que tu es en paix avec ce que tu as fait? Est-ce que tu dis, dans 10 ans, 15 ans, quand je vais look back, je vais être fier de ce que j'ai accompli, puis je vais juger que ça m'a rendu heureux, ça me rend heureux, puis j'ai un sentiment de fierté par rapport à ça. Ouais. Oui. Fait que ça, il y a des trucs. Demi-marathon et marathon, je pense que j'ai encore beaucoup à donner. Puis je sais que je vais pouvoir en donner plus. Il faut que je sois en mesure de le faire. Si tu avais à mettre un chronomètre... Tu veux du temps, là, tu veux du croustillant. Ouais. Et moi, je pense que courir 2:16 au marathon serait un idéal vraiment génial. Est-ce que ça va être possible avec toutes mes aspirations aussi en course en sentier? Je ne sais pas, mais de me dire qu'un jour, je me mets dans une forme potentielle pour courir un 2:16, puis on verra ce que ça représente. 3,14 par kilomètre. Ouais. C'est ça que ça représente. Ouais. Puis toi, Max? Excuse. Non, je sais pas, ça m'a vraiment intéressé ce que tu disais parce que c'est là où tu te rends compte que la motivation, elle vient de l'attention et l'attention, elle vient de la non-satisfaction. En fait, si tu es satisfait et que tu acceptes un truc, ça crée plus d'énergie. C'est ça que je trouve ça fascinant. Je sais pas si tu vois ce que je dis dans la psychologie. Il dit, Sam, moi je suis vraiment en paix avec mon 1500, mon 3000, mon 5000, mon 10 000. Ouais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça le pousse moins à aller se développer sur ces distances. Mais il dit, je suis pas en paix avec le semi-marathon et le marathon. Mm-hmm. Mais c'est là où tu réalises qu'en fait, la motivation, elle naît toujours d'une certaine frustration ou d'une certaine insatisfaction. Au sens où si tu es satisfait, tu fais pas les efforts pour, tu vois ce que je veux dire, pour guérir cette tension-là. Ouais. Et moi, c'est un truc que j'ai réalisé assez récemment, que j'ai vraiment une tension, tu sais, dans ma personnalité où je suis vraiment insatisfait, extrêmement insatisfait de ce que je fais dans la vie. T'es rarement satisfait, mettons, de performance? En fait, je dirais pas que je suis insatisfait, je dirais que je suis extrêmement frustré. Et pendant longtemps, j'ai vraiment eu de la misère à dealer avec ces frustrations parce que je pensais qu'il y avait un problème avec moi, avec ma personnalité. Je me suis dit, mais je suis toujours frustré.
Et c'est juste récemment que je me suis rendu compte que c'est cette frustration qui était mon plus gros moteur. Et en fait, ce que j'essayais de guérir, c'était exactement le truc qui me poussait à bien m'entraîner. Et maintenant que je me dis que cette frustration, c'est une chance, ça a complètement changé ma façon de vivre la course. Parce qu'en fait, quand je suis frustré, je me dis, si t'étais pas frustré, t'en serais pas là. Et quand j'ai commencé à... J'ai vu un psychologue aussi, on va pas se mentir. Là, j'ai eu une bonne dizaine de séances avec un psychologue en 2022, je pense que c'était, ou 2021, je me rappelle plus. Et quand j'ai réalisé ça, bah en fait, la frustration que je le vivais plus comme de la frustration, mais je le vivais beaucoup plus comme de l'énergie et de la motivation. Alors, je dis pas que des fois, la frustration n'est pas trop. Les limites de la frustration, dans mon cas, c'est vraiment social, c'est-à-dire dans mon couple et avec mes amis. Parce que quand je suis frustré, je suis de moins bonne humeur. Et quand je suis de moins bonne humeur, mes relations sociales, elles diminuent en qualité. Fait que j'ai appris à le dealer. Il fallait pas que ma frustration soit contagieuse sur mon environnement social. Par contre, juste en termes personnels, le jour où j'aurai plus aucune frustration, je pense que c'est à ce jour-là où j'aurai plus de carrière sportive de haut niveau. On est d'accord les deux. Est-ce que tu as eu un processus similaire au mien en termes de frustration ou tu es quelqu'un de moins frustré peut-être déjà? C'est pas un niveau de frustration, mais c'est un niveau, je reviens encore là-dessus, c'est des attentes envers soi-même. Peut-être qu'il y a la même chose. C'est de réalisation plus de frustration. Je suis capable d'entrevoir ce que je pense être capable de faire. Okay. C'est pas clair, là. Non, je comprends. Tu visualises ce que tu penses pouvoir faire dans les meilleures conditions. Mais t'as peut-être moins ce truc où t'es frustré de pas y être encore, mais t'as hâte d'y être. Exact. Ok, on le vit différemment. Mais au final, ça crée pas mal la même énergie à la fin, j'imagine. Ben, je sais pas si on peut comparer, mais... Je savais même pas, Max, que t'avais été consulté, mais juste le fait de te connaître avant puis aujourd'hui, comme moi, je trouve qu'il y a vraiment une différence. T'arrives à mieux, je trouve, canaliser. Avant, on dirait que tout le temps, t'étais un être tout le temps frustré dans tout ce que tu faisais. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que j'étais frustré. Et j'étais frustré parce que j'étais frustré. C'est quand même vraiment deep, là. Inception. En fait, il y avait un état de tension constant, de base et j'étais genre honteux de me sentir frustré. Donc, t'as la double sentence. C'est un peu comme dans Star Wars, la frustration mène à la colère qui mène au côté obscur de la force. Mais c'est vrai et je comprends ce qu'il voulait dire avec ça aussi parce que, en fait, je pense que genre, ce truc du... Il y a un courant en psychologie qui s'appelle la psychologie positive. Et qui est super intéressante. C'est l'être humain, il doit être positif, avoir des émotions positives et tout. Mais en fait, la psychologie positive, c'est pas vraiment ça quand tu regardes. La psychologie positive, c'est arriver à tirer le positif de tes côtés négatifs, de ta part d'ombre. Et je trouve que c'est le plus dur dans ta vie aussi, c'est quand tu réalises que clairement, il y a plein de trucs qui marchent pas dans ta personnalité et dans tes modes de fonctionnement, mais que tu réalises que ces trucs-là, au lieu de les effacer, il faut les comprendre et t'en servir en fait dans ta vie. Et je trouve que c'est un truc que tu réalises aussi plus tard dans la vie. Moi, je l'ai réalisé autour de 30 ans. C'est peut-être la crise de la trentaine quand tu réalises qu'en fait, t'es vraiment pas parfait, mais que il faut dealer avec ça, il y a certains trucs que c'est tes forces aussi. Je sais pas si vous avez eu ce genre de réalisation. J'ai pas encore eu ma crise de la trentaine, mais je la vois venir à grands pas, là, en tout cas. C'est pas binaire. C'est pas comme... Non, je sais, genre, c'est vraiment fin vingtaine. Là, tu commences à réaliser que ton éducation... les relations que tu avais dans la vie, plein de trucs qui étaient bizarres. C'était pas quelque chose qui s'est fait naturellement. Je pense que dans d'autres circonstances de ma vie, j'ai eu besoin d'aide. Puis je pense qu'on a abordé un peu la notion d'aide psychologique présentement. Puis j'aimerais faire un aparté en mentionnant que c'est un sujet qui reste encore tabou à ce jour, qui ne devrait pas l'être. Encore beaucoup plus en France, là, je pense. Au Québec, les gens, des fois, me disent qu'ils consultent un psychologue. J'ai jamais entendu personne en France qui m'a dit qu'il avait consulté un psy. C'est honteux en France. Mais... Ils sont moins ouverts avec la santé mentale et tout, genre? Ben, c'est même pas qu'ils sont moins ouverts, c'est j'ai pas les chiffres sur les consultations psychologues en France versus Québec, mais je pense qu'il y a une énorme différence. Mais c'est que en France, si tu te casses le genou, tu vas voir un kiné. Et si tu vas voir un kiné que tu t'es cassé le genou, c'est vraiment correct parce que c'est un pépin physique. Mm-hmm. Si t'as un pépin mental, comme un épisode dépressif ou je sais pas, n'importe quoi, t'as de la misère à dealer avec la retraite, des choses comme ça, c'est quelque chose dont tu vas avoir honte parce que le psychologique, c'est quelque chose que tu devrais pouvoir régler tout seul. Et si tu as besoin d'aide pour régler un problème psychologique, tu es faible. Par contre, tu ne seras jamais faible pour résoudre une entorse. Donc, il y a des stigmas au niveau de ce qu'on appelle stigma au niveau de la santé mentale, c'est de dire que quelqu'un qui a besoin d'aide d'un point de vue psychologique, il est faible. Et d'ailleurs, on a plein d'expériences avec ça, je pense, autour de la table. Et pour revenir sur ta question, en fait, ça ne s'est pas venu naturellement, ce processus réflexif-là, mais pour moi, c'est venu de par un suivi avec une aide psychologique que je fais depuis plusieurs années. Là. Est-ce que tu continues en ce moment? Définitif. Ah ouais, tous les mois. La fréquence, si c'est tous pas les indiscret? Tous les mois. Une fois par mois depuis 2 ans.
Wow. Puis avant ça, c'était plus ponctuel, j'aurais tendance à dire. Là. C'est difficile d'avoir un bon psychologue et d'avoir une certaine affinité. L'accessibilité à des ressources en santé mentale dans le système de santé public québécois est relativement compliqué aussi en ce moment. Ouais. Mais ouais. Mais c'est un luxe que j'ai. Je tiens à le dire, là, c'est un luxe que j'ai. Je suis choyé de pouvoir avoir ça présentement et c'est un privilège, j'en prends confiance. Puis malheureusement, c'est vraiment pas tout le monde qui a ce privilège-là. Et c'est un problème. Sur quel aspect de ta personnalité tu penses que ça t'a aidé d'aller consulter? Ou peut-être que tu veux pas en parler aussi. Là. La gestion des attentes, j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est clair que ça m'a permis de remettre certaines choses en perspective, de comprendre aussi, tu parlais de frustration un peu tout à l'heure, cette frustration-là, moi je le vis plus dans ma vie personnelle, j'ai tendance à être très toqué sur certaines choses, mais en fait sur rien. Quand tu dis toquer, tu veux dire quoi? Pas avoir des tocs ou vraiment des lubies? Non, c'est par exemple l'ordre. Il faut que tout soit en ordre. Ce genre de choses-là. Pour être dans c'est pour me sentir dans un environnement, en fait, sur lequel il y a une certaine notion de stabilité. Une rigidité psychologique, un peu comme on parlait dans le premier épisode. Parce que je parlais un peu de ma théorie flexibilité versus rigidité chez les coureurs, parce que depuis que je coach, ça fait 2 ans, j'ai coaché beaucoup de gens et je me suis rendu compte qu'un trait de personnalité qui était vraiment prédicteur de la performance, mais aussi de la santé mentale, c'était la flexibilité versus la rigidité. Puis c'est un peu ce que tu décris. Est-ce que tu dirais que ça ressemble à un peu ce continuum-là? Définitivement. Puis ça m'a permis, je dirais pas que je suis plus flexible, mais je suis moins rigide. Ouais, donc t'es un peu plus flexible. On va dire ça comme ça. Donc non, c'est clair que ça a aidé sur diverses facettes aussi par rapport à certaines émotions ou certaines colères à la limite que je pouvais ressentir dans des situations. Ça m'a appris à mieux les gérer, mieux communiquer avec mes relations aussi. J'avais beaucoup de difficultés à communiquer correctement avec les gens autour de moi. Et puis je travaille encore très fort là-dessus. Pourtant, je trouve que tu es quand même bon pour... peut-être tu t'en rends pas compte là, tu as des standards élevés, mais pour parler de toi, puis je veux dire, de tous les invités, des 1000 invités qu'on a eu depuis le début du podcast. Je pense qu'il y a une notion de vulnérabilité que j'apprends à accepter, si on veut. Je pense que pour moi, me montrer plus vulnérable ou de me dire comme qu'est-ce que j'ai à cacher, ça devient plus naturel pour moi de partager réellement ce que je ressens, chose qui est extrêmement difficile. L'exercice présentement pour moi est extrêmement difficile, puis en parallèle, je suis vraiment content de le vivre. Enfin, j'apprends plein de choses de par les théories de Max en même temps, fait que ça c'est très cool. Mais je sais pas, c'est cette notion d'accepter de peut-être s'ouvrir un petit peu plus. Je sais, puis je comprends aussi pourquoi beaucoup de gens le font moins, peut-être. Puis c'est aussi beaucoup quelque chose qui est genré. Je pense que pour un homme, comme on a été socialisé, parler de comment il sent, ses faiblesses, ses émotions et tout, clairement, c'est plus difficile. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les stigmas par rapport à la psychologie et à la santé mentale. Moi, j'avais déjà parlé à des gens de ma famille qui auraient eu besoin de voir un psychologue dans certains cas. Juste éventuellement, pourquoi pas aller consulter quelqu'un. Et souvent, ce que j'ai remarqué, une réaction quand même bizarre, c'est que ça lève des défenses psychologiques. Ça veut dire que juste le fait de dire à quelqu'un « tu pourrais te faire aider », la personne le prend comme « t'as besoin d'aide, t'es faible ». Et c'est ça que je trouve triste un petit peu dans notre société et encore plus avec la génération de nos parents. Mais qui est toujours présente parce qu'on a été éduqués par cette même génération. En même temps, je ne veux pas généraliser. Là. Non, je ne veux pas généraliser, mais je veux dire, il y a des études là-dessus même qui montrent là, qu'il y a des phénomènes générationnels dans la consultation en psychologie. Il y a des générations qui vont vraiment moins que d'autres aussi, là, on s'entend. Je pense qu'il y a eu vraiment un mouvement plus sur l'ouverture émotionnelle, peut-être dans même la génération un peu plus jeune que nous. Est-ce que les réseaux sociaux ont aidé et tout? Je sais pas. Peut-être, je pense un peu, même ce que tu vois sur Instagram et YouTube, il y a beaucoup de gens qui se vulnérabilisent là-dedans. Et juste le fait de le voir et d'avoir un modèle, moi je l'ai pas eu quand j'étais jeune. J'avais très peu de modèles en fait de gens et surtout d'hommes qui se vulnérabilisaient. Tu vois, j'ai pas eu un père qui se vulnérabilisait du tout. Et j'ai pas eu non plus dans ma famille des gens, des hommes, parce que tu as besoin d'un modèle masculin quand tu es jeune, parce que tu t'identifies à un modèle masculin. C'est comme ça que ça marche en général, pas toujours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Est-ce que le fait de te vulnérabiliser, ça t'a permis de solidifier tes relations amoureuses, sociales avec ton entourage, tu dirais? Ou? Ça a facilité mes communications avec mon entourage.
Je pense que j'acceptais de plus communiquer certaines choses que je pouvais penser ou ressentir versus ne pas les communiquer et avoir peur de vivre un rejet. Ah, qu'il y a un rejet, ouais. C'est vrai qu'on ne l'a pas nommé, mais il y a une grosse peur du rejet quand tu fais ça. Parce que te faire rejeter pour quelque chose de superficiel, c'est facile. Te faire rejeter pour quelque chose vraiment deep, qui dit beaucoup de toi, c'est extrêmement dur. Paradoxalement, tu te feras souvent beaucoup moins rejeter quand tu es authentique que quand tu es moins authentique. Parce que faut rejeter quelqu'un qui te dit un truc genre deep, il faut vraiment comme pas avoir beaucoup de considération générale pour ce que dit la personne. Fait que je file là-dessus, là, sur le truc du rejet, parce que je pense que c'est la vraie raison aussi des fois pourquoi les gens le font pas. Puis encore une fois, on arrive d'un milieu qui aussi est extrêmement compétitif, élitiste jusqu'à un certain point, puis de chercher cette attention, cette acceptation et cette peur du rejet, ça peut amplifier encore plus le phénomène. Ah oui, complètement. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais dans cette culture de la performance, là, c'est comme pas quelque chose... Je prends un exemple, mais dans notre groupe d'entraînement, on a eu des fois des conversations sur compétition versus collaboration. Puis on a eu un peu ces conversations entre nous. Puis ça nous a vraiment aidé à chaque fois qu'on a eu ces conversations sur, voilà les gars, comment je me sens quand à l'entraînement, tu me kicks sur la dernière rep ou ce genre de trucs, voilà comment je file. À chaque fois qu'on a eu ces conversations, mine de rien, on a vu qu'on s'entraînait mieux ensemble parce que déjà, tu te sens moins seul. Si quelqu'un se sent comme une merde parce qu'il se fait kicker à la fin de la séance, c'est souvent pas le seul à se sentir comme ça, tu vois. Et d'avoir ces conversations dans des groupes d'entraînement, moi, j'ai vraiment essayé de le mettre en avant, mais j'ai pas toujours réussi parce qu'il faut que tout le monde embarque aussi, puis il faut enlever ses défenses psychologiques, ce qui est super dur. Est-ce que c'est déjà des conversations que vous avez eues dans le groupe universitaire ou c'était genre pas encore à ce niveau-là? Personnellement, c'est pas des discussions que j'ai déjà eues. Maintenant, est-ce que la culture d'équipe ou quoi que ce soit a changé? J'y suis plus non plus. Je veux pas assumer certaines choses, mais personnellement, c'est pas des conversations que j'ai eues. Mais toi, Max, là, tu nous as toujours pas parlé de tes objectifs ultimes. Là. Ouais, je tiens à les entendre, moi aussi. On veut le savoir. Je pense que l'objectif le plus court terme, c'est vraiment de courir 2:15:59. C'est ce que j'avais en tête à Valencia 2022. Ce que je pensais pouvoir faire, je pensais pouvoir courir sub 2:17. Fait que là, Rotterdam, le 16 avril, le but, c'est vraiment de courir vite. En plus, je pars 5 semaines en altitude. Je me donne les moyens aussi. Je pense que je suis vraiment capable de se courir ce temps-là cette année. Mais si je le fais pas, je vais continuer à grinder, en fait. Je m'en fous un peu de le faire ou pas parce que chaque saison, j'apprends. Chaque saison, je m'entraîne mieux. Et juste le fait de me sentir plus en contrôle dans mon entraînement, mais pas en contrôle en termes de... Je cours en contrôle, plus en termes de... Je comprends plus ce que je fais qu'avant. Juste d'avoir ce truc où j'apprends sur moi et sur l'entraînement, ça me fait vraiment du plaisir. Et en plus, ça se transfère dans le coaching avec mes athlètes qui font beaucoup de marathons. Donc ça. Et en termes de point ultime de carrière, me rendre le plus loin possible, en fait. Tu vois, je peux te dire aller aux Olympiques, mais en fait, c'est un rêve, tu vois. Et moi, je préfère parler en termes de plan. Genre, mon plan, c'est de devenir le meilleur possible. Après, le résultat, c'est pas moi qui le contrôle. Putain, j'ai appris à prendre du recul aussi sur... Tu peux vouloir autant que tu veux faire quelque chose, à la fin, c'est le plan qui compte. Puis, par le plan, il y a une notion de planification des objectifs qui est inhérente à ça. Dans ton plan, il faut que tu aies des balises à court, moyen, long terme, que tu es capable de voir un certain aspect de progression, puis sur lesquels tu es capable aussi de te baser pour construire ce plan-là. Puis, je pense que quand tu dis devenir le meilleur de moi-même, c'est face à ce que tu réalises des in, des out, puis aux différentes balises que tu checkes. Mais au final, si tu te mets une limite aussi, c'est comme si tu te capais à ton potentiel. Ouais, exact. Et ça, c'est un concept qui est important et j'en parle souvent avec mes athlètes parce que souvent, ils se disent « Moi, je sais que je ferai jamais genre 2h55. » Il y en a qui disent ça, mais attends. Et moi, je suis comme « Tu le sais pas, je le sais pas. Est-ce que c'est vraiment important de se mettre une limite ?» Moi, je pense pas. Je pense que c'est juste limitant. C'est pour ça que Kipchoge, il est vieux avec tout son slogan « No human is limited » parce que dans une certaine façon, c'est vrai. À moins que tu sois à un niveau professionnel pendant 15 ans et que tu fasses 200 km par semaine, en fait, t'as aucune idée de ce que tu peux courir, honnêtement. Je me rends compte à chaque saison, je me dis, mais je pourrais jamais faire plus. Et à chaque saison, je me rends compte, en fait, je fais pas grand-chose, tu vois. Ce qui peut paraître absurde par rapport à ce que je fais. J'en fais beaucoup objectivement, mais je sais que je peux en faire beaucoup plus que ça. Et donc, tant que t'es pas arrivé à ce moment-là où t'as l'impression d'avoir max out un peu tes capacités, moi, je pense que j'ai aucune idée de ce que je peux courir sur marathon. Et juste le fait de penser comme ça me motive parce que si tu te mets des limites un peu intrinsèques sur tes capacités,
je pense que ça vient forcément jouer un moment sur ta motivation. J'ai toujours eu comme philosophie, entraîne-toi comme si tu étais le plus talentueux, indépendamment de ton talent, parce que le talent, c'est quelque chose qui est pas quantifiable. Non. Le talent, pour certaines personnes, ça va être encaisser une quantité d'entraînement colossale. Ça, c'est une sorte de talent. Si tu peux courir 200 km par semaine pendant 12 mois dans l'année, peut-être que tu n'as pas ce talent de progresser vite avec peu, mais tu as le talent de progresser lentement avec beaucoup. Mais C'est lentement, mais sûrement. Mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et il y a des gens qui, effectivement, vont commencer avec un niveau de fitness beaucoup plus élevé et avec pas de temps d'entraînement, vont arriver à un niveau incroyable. Mais paradoxalement, ces gens-là, je pense pas que c'est eux qui vont en tirer le plus de bien-être parce que, selon certaines études, en tout cas en psychologie, la satisfaction et le bonheur, ils viennent d'une quête qui est longue sur un accomplissement qui t'a pris beaucoup d'années. Et je pense que ça vaut des fois plus d'arriver à un résultat quand ça t'a pris genre 7, 8, 9, 10 ans que d'arriver à ce résultat-là en 6 mois et après, so what? Le sentiment de gratification est tellement plus grand. Là. Ouais, parce que tu sais ce que ça t'a pris et surtout, t'as appris tellement de trucs pour y arriver. L'avoir trop facile, des fois, c'est pas bon non plus. Et c'est pour ça que les enfants talentueux, à qui on dit qu'ils sont talentueux quand ils sont jeunes, des fois, c'est le pire que tu puisses faire pour eux parce que si un jour ils n'y arrivent pas et qu'ils doivent travailler pour y arriver, ils vont avoir une estime de soi assez faible parce qu'ils vont se dire qu'en fait, ils n'ont pas autant de talent qu'on leur a dit depuis qu'ils sont jeunes. Mm-hmm. Et il y a toute une littérature là-dessus, sur le growth mindset. Et c'est un problème de dire aux gens qui sont talentueux dans ce sens-là. Fait que ça, c'est un truc là pour les gens qui nous écoutent. Dites pas à quelqu'un qu'il est talentueux, vous en savez rien en fait. Ouais. Puis le talent, c'est comme compliqué. Il n'y a pas de consensus nécessairement sur ce que c'est, etc. Fait que juste faire attention à ça, je pense. Est-ce que quand vous arrivez des fois dans un plateau de forme, ça vous est déjà arrivé de vous remettre en doute ou comme est-ce que j'ai atteint mon maximum? Est-ce que je suis arrivé genre à mon plateau ultime? Est-ce Non. que ça vous est déjà arrivé, ça? Non, parce que j'ai une ferme croyance en moi-même de ce que je sais. Ben, je reviens un peu sur ce que je mentionnais tout à l'heure. Là. Je suis capable d'entrevoir de me projeter sur ce que je pense être capable de faire. Fait que quand il y a un plateau, je le vois plus comme une forme d'assimilation ou de soit patient, ça va venir, ou de OK. ça fait partie du processus. Puis c'est un peu pour ça que j'ai de la difficulté avec ce que tu mentionnais tout à l'heure, cette capacité de... Ben, à chaque fois, je me rends compte que je suis capable d'en faire plus, peu importe dans la sphère où tu en fais plus. Personnellement, j'ai un peu de difficulté avec cette mentalité de toujours vouloir repousser la capacité à en faire plus pour atteindre un but. Parce que souvent, c'est plus une question de... faut aussi être patient, laisser le temps d'assimiler puis d'avoir une constance. Puis avant d'en faire plus, j'aurais tendance à être capable de dire est-ce que je suis capable de le faire en continu à ce niveau-là avant d'en faire plus. 100%. Et je pense pour les gens qui nous écoutent, c'est un bon conseil parce que je pense que pour une grande partie des coureurs, la constance, c'est souvent le premier truc à valider. Et moi, c'est pour ça que je parle beaucoup de volume annuel aussi avec les gens que je coach, parce que je crois beaucoup plus en volume annuel que ton volume hebdomadaire qui est souvent biaisé. Quand tu demandes le volume hebdomadaire à un coureur, il va avoir tendance à le surestimer. Alors que si tu parles directement de volume annuel, tu peux pas le truquer. Tu as couru X kilomètres en 2022, c'est comme ça. Fait que je suis 100% d'accord avec toi. Après, pour moi, pourquoi je parle de ça, c'est parce que globalement, j'ai une belle constance, tu vois. Du coup, le truc de la constance, je cours 6000 km par an, entre 6 et 7000, tu vois, à peu près chaque année. Et maintenant que je suis rendu là, bah, il faut que j'aille jouer sur d'autres facteurs. Et c'est pour ça que, bah, tu sais, il y a un moment, il n'y a pas 1000 solutions pour créer des adaptations dans ton corps. Il faut en faire un petit peu plus. Mais paradoxalement, j'en fais plus, mais j'en fais vraiment moins en termes d'intensité. Enfin, je veux dire, je m'entraîne vraiment moins intense que ta mes charge premières années. d'entraînement a fluctué selon... Vraiment. Genre, je m'entraînais tellement dur durant mes premières années d'universitaire. Aujourd'hui, je suis à des années-lumière. Je suis jamais plus que 80% à l'entraînement, ce qui fait que je peux en faire beaucoup plus. Au lieu de faire 5 fois 1000, aujourd'hui, je fais 12 fois 1000, mais beaucoup plus facile aussi. Il y a la notion de récupérer aussi, prendre le temps de récupérer. On s'entend que, je pense présentement, puis je veux pas assumer certaines choses non plus, mais je pense que tu prends plus le temps de récupérer versus ce que tu aurais pu faire par le passé. Là. Ah bah, si je dors 8 heures aujourd'hui, je suis un peu déçu de ma nuit, là, pour être honnête. Genre, ça va vraiment être plus le 9 heures, ce genre de truc. Nutrition, nutrition, j'en ai déjà parlé beaucoup. Je pense que je suis pas un modèle, mais j'avoue que je m'écoute plus en termes de calories. Ça, je pense que c'est un conseil basique. T'as faim, tu manges, point. J'ai faim, je mange, et je m'en fous un peu de la qualité tant que je ne master pas la quantité. Je pense que la quantité est vraiment plus importante que la qualité pour quelqu'un qui se dépense beaucoup comme nous. Et en fait, le reste, c'est juste l'entraînement, quoi. S'entraîner beaucoup et s'entraîner intelligemment pour s'entraîner beaucoup.
Mais je pense vraiment que ça, c'est important aussi, c'est que souvent les gens, ils voient juste s'entraîner beaucoup et ils pensent que la qualité n'est pas nécessairement importante. Mais à nos niveaux, en tout cas, et ça dépend, c'est pas toujours vrai, mais je pense que la qualité, c'est-à-dire avoir de l'intensité dans son entraînement, et ça peut être aussi peu que du vitesse marathon. Là, vraiment, pour les marathoniens, on n'est pas pour le trail. C'est vraiment important aussi. Comment tu as géré t'as été quand même blessé souvent durant ta carrière. Comment tu as vécu les blessures? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu voyais ça comme une source comme est-ce que tu le prenais comme un recul, un repos forcé, ou ça faisait du bien? Ou, En soi, j'ai souvent été blessé, mais j'ai pas été souvent blessé au point de dire que ça m'écartait de la carte complètement pendant plusieurs années ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense que la blessure la plus longue réellement que j'ai eue dans ces dernières années, ça devait être comme 1 mois et demi, ce qui est pas la fin du monde en soi. Maintenant, une blessure, je pense, stress, c'est stress. Puis ton corps, il reçoit du stress autour de lui. Puis quand il y en a trop, il pète. En gros, moi, je le vois de façon assez simple, peut-être trop simple. Fait que souvent, une blessure, pour moi, je le vois un peu comme une sonnette d'alarme, de dire là, il y a quelque chose qui fonctionne pas, va falloir que tu réalignes un petit peu, que tu prennes le temps de faire attention à toi surtout, que tu lèves le pied, ce genre de choses-là, plus que... C'est ça. Ça fait comment est-ce que je le vois? Ben, c'est sûr que ça peut devenir une source de frustration. Intrinsèquement, j'aime courir pour l'activité, la liberté. Je me répète encore que c'est. Fait que de me dire aujourd'hui, je peux pas aller, par exemple, courir avec mes potes ou partir dans la montagne en arrière ou de pas pouvoir faire une séance quelconque, comme ça vient me gruger un peu de l'intérieur. Ceci étant, j'ai assez d'autres éléments dans ma vie que j'ai bâtis au fil des ans pour me dire je m'identifie pas seulement comme coureur en tant que personne, puis je suis capable d'avoir, encore une fois, un certain équilibre avec d'autres sphères de ma vie qui vont faire en sorte que je vais mettre un petit peu plus d'énergie, par exemple, dans ces sphères-là à un moment X, quand je dois et je peux en mettre un petit peu moins au niveau de la course à pied. Mais dirais-tu que les gens qui te connaissent pas beaucoup ou peut-être qui te connaissent juste de loin, dirais-tu qu'ils te voient comme un coureur? Définitif. Ok. Ça, oui, par exemple. Ok. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup un truc aussi, moi, sur lequel je travaille, de ne pas avoir une mono-identité, comme on dit, qui est juste, je tire mon identité de la course, c'est-à-dire je suis un coureur versus je cours. Il y a beaucoup ce débat-là. Oui. Qu'on le veuille ou non, c'est forcément une grosse part de notre identité, mais c'est à quel point ça prend toute la place. Toute la place, oui. Puis moi, je suis d'accord avec toi. Je remarque que, par exemple, ce qu'on fait ici, un podcast, ma chaîne YouTube et tout ça, même si c'est à propos de la course, ça n'a rien à voir en tant que tel avec le sport de courir. Et tu vois, juste qu'il y ait une petite partie de mon identité qui soit comme je crée du contenu, ça me permet que quand je cours pas ou si je suis blessé, j'ai vraiment ce truc-là dans lequel je m'identifie et je me fais plaisir et aussi dans lequel je tire de la compétence parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un besoin psychologique essentiel de tirer de la compétence, c'est-à-dire de progresser dans un domaine puis de sentir qu'on s'améliore. Et ça, je pense que c'est vraiment important, comme tu l'as dit, en fait. C'est ça. Par contre, est-ce que dire que ça me fait pas chier, excusez-moi l'expression, quand je suis blessé, non, ce serait mentir. Là. Okay. Genre, présentement, je deal une blessure depuis quelques semaines. Là. J'ai hâte que ce soit réglé. Faut que mais, encore une fois, je veux dire, c'est ton corps qui t'envoie un signe comme quoi il y a quelque chose qui fonctionne pas ou qu'il faut lui laisser le temps de se réadapter. C'est une machine exceptionnelle, mais il faut la traiter avec amour et compassion. Puis souvent, quand tu pousses un peu trop ces retranchements, bah, c'est normal qu'il y ait des choses qui finissent par se briser. Ça te pousse à faire comme une rétroaction sur ton plan d'entraînement, ton sommeil, oui, ton nutrition et oui, tout? Oui, définitif. Mais dans ce cas-ci, je te dirais la rétroaction s'est faite assez rapidement. Je sais pertinemment qu'est-ce qui a été problématique. Là. Ça a été une suraccumulation de plusieurs facteurs de stress au cours de l'automne dernier. Okay. Pallié à beaucoup trop de voitures. Les voyages en voiture là, pour aller à des événements, ça casse. Les jambes, là? Tout. La jambe droite? Tout. Ça tu dirais que tu fais des erreurs. Je sais pas si c'est des erreurs, c'est pas forcément des erreurs, mais dans ton entraînement, en termes de volume, d'intensité, est-ce que tu as identifié d'autres choses ou tu l'attribues essentiellement à un stress dans ta vie? Un stress dans ma vie, au voyagement qui a mal été dosé de ma part. Puis au niveau de l'entraînement, ça a été une mauvaise récupération après la course. Puis ça, je m'en veux
honnêtement, parce que normalement, après chaque épreuve, on va dire longue, d'endurance, fait qu'on peut penser à plus que du demi-marathon. Que ce soit un marathon ou un trail, disons, à partir de 3h30, 4 heures d'effort en montant. Je prends normalement toujours 1 semaine à 2 semaines complètement off pour bien récupérer puis pour décrocher. Puis cette année, c'est la première fois que j'ai entrevenu, ça se dit-tu, on va dire, à ma règle. Et j'ai seulement pris 5 jours avant de refaire une reprise de course progressive qui se passait très bien pendant 1 semaine, mais après ça snappait. Comme c'était too much. J'aurais dû respecter ma récupération que mon entraîneur, je tiens à le souligner, avait bien assigné et que je n'ai pas respecté en étant une tête de cochon. Mais en même temps, si c'était passé, on n'aurait pas eu cette discussion. Fait qu'est-ce que des fois, essayer des choses différentes, c'est pas se donner la chance de... Tu sais, là, pour le coup, tu aurais pu surfer sur ta forme. Si je dis ça, c'est parce que je me sens impliqué au sens où j'ai pris aucune récupération après Valencia pratiquement. J'ai pas couru pendant 5 jours. Puis la semaine du marathon, en fait, 5 jours après, j'ai recommencé à m'entraîner. Et là, je suis reparti sur un marathon parce que j'avais envie d'essayer autre chose. Alors que je suis le premier à dire à mes athlètes, j'ai même écrit un article là-dessus, que la coupure annuelle, c'était essentiel. Mais j'ai vu d'autres gens faire d'autres choses et ça m'a donné envie d'essayer. Je prends concrètement un exemple en France, Nicolas Navarro, qui est un des meilleurs coureurs au marathon, qui est le 2e en ce moment en France. Il a fait le marathon de Valencia, il a couru 2h07.02 et là il fait le marathon, je pense, de Séville qui est en fin février et il est déjà au Kenya en train de faire des 200 km et plus. Est-ce que c'est un bon exemple? Peut-être pas, mais je me suis dit ok, il y a des règles générales, mais de temps en temps j'ai envie d'essayer quelque chose de différent. Dans ce cas-ci, je pense que le contexte est assez différent. J'ai pas l'impression, puis je pense qu'on a parlé dans une de tes vidéos, que ton pic à Valencia était probablement pas optimal, ce qui fait en sorte que tu as sous-performé par rapport à ton niveau de forme. Ce qui explique pourquoi je suis capable de revenir à l'entraînement, parce que j'ai pas tout donné le jour de la course. Ben, c'est exactement mon analyse. Donc tu dirais que toi c'est différent? Moi c'est différent. Tu as piqué à cette course? Ben, j'avais un niveau de forme qui était très 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 bon. Je pense que j'ai piqué peut-être 1 semaine avant, mais 1 ou 2 semaines avant. Ce qu'il faut dire par exemple, c'est que j'avais déjà eu un très très gros pic 2 mois avant. C'était pour quelle course, ce pic? Le premier gros pic était pour Arikana. Ultra Trail Arikana du Canada. C'est le plus gros événement de course en sentier au Canada. Puis moi, j'ai participé aux 65 kilos, qui est comme la distance ultra court, on va dire, de l'événement. Tu avais fait quel classement? J'avais gagné. Yes. C'est vrai que c'est cette course que tu avais gagnée. Fait que ça, c'était vraiment une grosse victoire pour toi. Ça avait été une très belle... moi, je la qualifie d'une très belle perf. Puis dans les conditions données, j'en suis fier. Là. Ça a été une belle course. Après cette course-ci, je suis parti, j'ai pris 1 semaine off, puis j'ai fait un 4 jours de trek dans un fjord qu'on a ici au Québec, en mode récupération puis décroché, justement. Pas de course, avec Cynthia. On est parti l'attente sur les épaules pendant 4 jours dans le bois. Puis ça a été ma façon de décrocher. On a eu la COVID aussi pendant qu'on était là-bas, on l'a sûrement amené avec nous. Ça, c'est un autre sujet. Fait que là, tu avais une course 2 mois après Arikana, où tu devais retrouver un état de forme optimal. Retrouver un course A aussi. C'était ma course A de l'année. Waouh. C'était ma course A de l'année. Okay. Sauf qu'il y a une capacité. Puis physiquement, honnêtement, j'étais dans une bien meilleure forme à cette course-ci fin novembre qui s'appelle JFK 50 Mile, qui est un des plus gros ultras aux États-Unis. Puis j'étais dans le field pro et je compétitionnais dans le field pro. Ça s'est bien passé pour la première fois finalement à l'étranger. C'était pas ma première fois de compétition à l'étranger. Non, mais dans le field pro, dans le satellite. Considéré élite vraiment à ce niveau-là, ceci étant, puis c'est là où c'est drôle. Physiquement, drôle, intéressant. Physiquement, le niveau de forme est revenu. Mentalement, j'étais pas prêt, par exemple. Puis pas prêt à pas forcément compléter cette épreuve-là en particulier, mais à aller creuser. Comment je le vois, c'est que je pense une de mes forces en tant qu'athlète, c'est d'être capable d'aller chercher extrêmement loin dans un puits de douleur puis d'éléments obscurs et sombres. Force sombre. Un peu. Qui fait en sorte que c'est comme si tu imaginais si tu rentrais, t'avais un puits ou une grotte. Puis quand tu commences à avoir mal, tu rentres dans ton puits ou dans ta grotte. Puis pendant que tu as mal, tu vas explorer cette notion-là. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai entendu par le passé puis je me suis mis à l'appliquer dans les dernières années. Puis
à chaque course, potentiellement, tu peux explorer un peu plus ta grotte. C'est un peu la cave pain ou dig the well. Ok. Mais tu vas explorer cet endroit-là de ta personne, puis jusqu'où tu es capable de te rendre profond. Puis Arikana, je suis allé particulièrement profond. Sauf que mentalement, c'est le genre d'exercice qui est drainant. Parce que émotionnellement, t'en ressors plat. T'as tout donné. Complètement. Mais tout donné, puis pas juste physiquement. C'est que tu ressors de là en te disant « Oh my God, je suis allé voir dans les tréfonds de mon... pas de mon âme, un petit peu, mais quasiment. » Tu vas chercher un niveau d'inconfort et de douleur où tu te poses la question à pourquoi je fais ça, mais tu vas encore au-delà de ça, puis tu te dis jusqu'où je peux pousser dans ma tête, puis j'arrête pas. Et c'est un coup, Puis forcément. Puis c'est ça. Puis après ça, tu mets en perspective, puis tu essaies de le refaire 2 mois plus tard. Non. Ouais. Il y a une raison pourquoi, sur marathon, les marathoniens au plus haut niveau, ils font 2 marathons par an, un au printemps et un à l'automne. C'est parce qu'au-delà de physiquement, il faut que tout ton système endocrinien, la fatigue, etc., nerveux, récupère, mais aussi ta perception de à quel point tu vas creuser mentalement pour aller chercher ce niveau de performance-là. Puis ce qui m'a causé potentiellement cette blessure, puis là où j'ai sous-performé à ma course en novembre, c'est que premièrement, j'ai pas respecté cette récupération mentale-là. J'avais beaucoup de stress aussi dans ma vie en amont. Par la suite, j'ai récupéré trop vite, puis c'est juste, mon corps a dit c'est assez. Mais si c'était à refaire, du coup, qu'est-ce que tu ferais différemment au niveau de la planification de ces 2 compétitions? Est-ce que tu en enlèverais une? Est-ce que tu la ferais pas à fond la première? Est-ce que tu enlèverais la deuxième? Il y a une question de priorisation. Si j'avais à refaire les 2 courses back-à-back, c'est certain que je lèverais un petit peu le pied sur l'intensité que j'ai réalisée avant la 2e course. Parce qu'au niveau de l'entraînement, j'ai fait des grosses séances. Puis veux pas, quand tu fais des grosses séances de qualité, souvent, il faut que tu puises un peu, tu brûles quelques cartouches parfois. Puis c'est ça le danger, c'est de trop en brûler. Puis je pensais être correct, mais finalement, je ne l'étais pas. Fait que j'aurais peut-être réduit un petit peu la qualité de l'entraînement que j'ai fait avant la 2e course. Maintenant, dans un monde idéal, j'ai appris mes erreurs aussi, puis de respecter cette notion, surtout quand tu cherches à avoir une longévité en termes de coureur, de ne pas abuser des grosses épreuves d'endurance, puis de laisser le temps à ton corps de récupérer. Et chose d'ailleurs que je trouve que tu fais très très bien, d'avoir un peu ces courses intermédiaires qui ne sont pas des courses objectifs ou comme des courses entraînement. Je trouve que c'est une bonne idée pour être en mesure d'en faire un peu plus, mais de ne pas en faire trop. Mais j'ai envie de revenir sur cette notion de pour performer, il faut se griller parfois quelques cartouches à l'entraînement parce que je pense que ça peut faire partie des erreurs que j'ai faites. Tu sais, je suis tombé dans une philosophie à travers les années où vraiment courir en contrôle, c'est super important. Mais parfois, je pense dans ma carrière, je suis allé trop loin dans cette philosophie au sens où, oui, il faut courir en contrôle, mais à la fin, il y a une course où tu veux aller très loin dans tes réserves et si tu le fais jamais à l'entraînement, est-ce que tu peux le faire le jour de ta course? J'ai pas de réponse à cette question, mais moi, mon expérience m'a montré que Valencia 2021, je m'étais grillé quelques cartouches à l'entraînement, mais il m'en restait pour Valencia. Exact. Et j'ai pu finir d'une manière beaucoup plus rapide, alors que je suis resté en contrôle vraiment toute la saison dernière, ce qui m'a permis peut-être de continuer aussi plus longtemps ma saison, comme là. Mais je pense que si tu veux vraiment faire une grosse performance, il faut peut-être 1 ou 2 fois durant toute ta saison y aller un peu plus. Mais 1 ou 2 fois me paraît déjà largement c'est suffisant. Assez, exact. Puis je suis entièrement d'accord avec toi. La façon dont je l'image, c'est que je le vois un peu comme un baril de pistolet à 6 cartouches. T'as 6 cartouches, j'ai l'impression d'en avoir moins. Disons que t'en prends 2 à l'entraînement, ça t'en laisse 4 en course. Disons qu'une course, c'est 4 cartouches dans ce cas-là. Peu importe, là, tu vois le concept de... T'as un nombre de cartouches limité dans ton baril, puis il faut que t'essaies d'en garder le plus possible pour ta course à la fin. Mais t'es obligé d'en utiliser. Tu sais, c'est une notion c'est de l'optimisation. Là. Non, mais j'adore cette notion de cartouche. Les gens, ça leur plaît beaucoup en plus parce que ça parle et on voit exactement en rétrospectif là où est-ce que t'as brûlé tes cartouches. Avec exact. Puis en course aussi. En course, tu te dis, aujourd'hui, moi, il y a beaucoup de prépa mentale que je fais un peu comme ça, souvent dans mes courses. C'est aujourd'hui, j'ai 3 cartouches. J'ai le droit d'en utiliser 3. Puis il y a des moves spécifiques où je sais que je vais brûler des cartouches. Par exemple, à Arikana, je savais qu'il y avait 3 endroits sur le parcours où j'avais le droit de toucher à mon baril de cartouches. Okay. Puis à ces 3 endroits-là, je me suis forcé. Tu sais, c'est même plus un choix. Puis en cross, c'était la même chose. En cross, c'était la même chose de dire à tel endroit, tu brûles une cartouche, tu pousses. Puis c'est que de le faire mécaniquement, ça te donne plus le choix de le faire, puis ça se fait. Okay.
Et tu sens un boost de forme des fois après ces moments-là, parce que ton corps a quand même exploré une nouvelle limite et il s'adapte pendant un temps, en tout cas, à cette nouvelle limite. Et c'est pour ça que des fois, on sent vraiment un pic après une course où tu as donné presque ton 100%. Et ça, c'est un concept physiologique qui est assez fascinant et je pense qu'il est assez mal compris même par les scientifiques aujourd'hui. Pourquoi ton corps, d'un coup, c'est comme s'il se sentait menacé, qu'il y avait quelque chose qui mettait un peu et d'un coup, il se met à être vraiment plus fort pendant une certaine période, mais après, il y a un coup à tout ça. C'est comme presque hollywoodien, là, un peu. Ouais. Est-ce que quand tu étais, durant cette course-là à Arikana, tu étais devant pendant une bonne partie du parcours? 50 kilos. Est-ce que tu as ressenti une peur de te faire rattraper? Tout de A à Z. C'était comment cette peur-là? Est-ce que tu es capable de nous la décrire? En fait, de la décrire, c'est une peur au ventre. Ça vient te chercher dans les tripes. Puis tu te dis, j'ai pas le droit de regarder en arrière de moi parce que si je regarde, c'est fini. Et tu vis un peu dans un monde d'ignorance où ta seule option, c'est d'aller en avant le plus vite possible. T'avais-tu une peur de casser? Oui. Mais c'est pas un choix que tu te donnes. Dans le sens que oui, tu as peur de casser, mais si tu dis je ne peux pas le faire parce que je vais casser, tu te donnes pas le bénéfice d'essayer. OK. Est-ce que durant que tu courais devant, tu visualisais un moment où tu allais te faire dépasser par le deuxième? Non. Jamais? Non. Est-ce que les gens te disaient où est-ce que tu étais rendu en termes de... La seule information que j'ai eue, c'est en arrivant à 20 kilos. Je suis parti en avant parce que j'étais accompagné d'un autre coureur jusqu'à peu près 12-13 kilos. Puis dans un fond plat montant, je me suis détaché. Puis c'était une portion un peu plus technique. Puis il y a un ravito, je pense, à 20 ou 21 kilomètres. Et je savais pas les coureurs en arrière de moi étaient où. OK. Par contre, en sortant de ce ravito-là, j'ai entendu du monde commencer à crier qu'il y avait d'autres coureurs qui s'en venaient. Puis là, moi, ce que je fais, c'est que en arrivant, je lappe toujours ma montre en arrivant puis en sortant des ravitaux. Savoir ton temps de transition, c'est pour ça? savoir mon temps de transition. Okay. C'est comme en triathlon, entre elles, j'essaie d'optimiser au maximum mon temps d'arrêt. OK. Puis une de mes erreurs dans ma dernière course, d'ailleurs, ça a été que j'ai complètement foiré mon temps d'arrêt. Trop court ou trop long? Trop long. Puis d'ailleurs, Arikana, ça n'a pas été ma meilleure course non plus, temps d'arrêt. Pour vous donner une idée, ma meilleure course en termes de temps d'arrêt, c'est un 50 kg que j'ai fait à peu près en 3h45. Mon temps d'arrêt sur cette course au complet de 3 minutes. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est du in and out sur 5 ravitaux. Pourquoi c'est un problème d'étendre son temps d'arrêt? Est-ce que c'est parce que ça devient plus difficile de reprendre après musculairement? Ça devient plus difficile mentalement aussi de repartir. Ah, OK. Puis honnêtement, souvent à un certain niveau, c'est même plus sur la notion de performance physique, si on veut. C'est vraiment la gestion de l'effort puis ta gestion entourant la course. Je comprends. C'est un autre sport. Ouais, complètement. Mais je l'ai déjà vécu sur les sorties très longues marathons où tu t'arrêtes même 1 minute et c'est extrêmement pénible de reprendre. Fait que sur trail, j'imagine même pas là. Ça fait qu'il y a ça, mais fait que là, puis en lapant ma montre, je savais que je m'étais arrêté à peu près 2 minutes. Fait que là, je me disais, bon, au maximum, j'ai 2 minutes d'avance. Au maximum, s'ils sont pas efficaces en arrière de moi. Ça, c'est la seule information que j'ai eue jusqu'à l'arrivée. Aïe, aïe. Puis t'as quand même gagné avec je pense, une record de 32 minutes d'avance. C'est énorme. 32. Wow. C'est énorme, là. J'ai gagné avec 32 minutes d'avance, mais je le savais pas. Moi, dans ma tête, la seule information que j'avais, c'est qu'ils sont à 2 minutes derrière toi. OK. À 2 minutes derrière toi. Il y a un autre ravito que ça s'est pas super bien passé. J'étais vraiment dans le rouge à 42, par exemple. Puis j'ai pris 5 minutes à ce ravito-là, à peu près. Puis en repartant, ils n'étaient pas encore arrivés. Fait que je me dis, bon, à la limite, j'ai un genre de 5 minutes. Ouais. Tu sais, je le savais pas. Ouais. Fait que ton état d'esprit en étant en pole position, c'était vraiment de te focusser à aller le plus vite possible à la ligne d'arrivée, c'est ça? C'est ta seule option. Ta seule option, c'est avance. Avance le plus vite possible. Te retourne pas. Te retourne pas. Puis tu fais ça pendant 4 heures, là. 5 heures. Quasiment 5 heures. Toi, Max, as-tu déjà vécu ça, comme un peu cette peur-là de te faire rattraper? Non, parce que course sur route, les gros... En fait, c'est pour ça que je compétitionne aussi dans les courses étrangères. On en avait parlé, parce que j'ai pas envie d'avoir cette pression de me dire que des gens que je connais peuvent me rattraper. Je sais que je fonctionne moins bien comme ça, du coup, je me mets dans une situation où ça arrivera pas. Et dans les courses comme Valentia, on est des dizaines de milliers de coureurs, je connais pas les gens, et du coup, je m'en fous complètement des autres. Et c'est pour ça que je performe mieux, parce que du coup, je suis full focus sur ma course, et c'est 100% de la collaboration, parce que les gens qui sont à côté de toi,
ils s'en foutent complètement de te battre ou pas. En fait, le marathon, ce que j'aime, c'est que c'est jamais une question de classement. En tout cas, pas à mon niveau encore. À mon niveau, c'est une question de chrono et de progression à saison après saison. Fait que moi, en trail, je pense que ça me surmotiverait de savoir qu'il y a des gens derrière, mais ça me créerait beaucoup d'anxiété. Mais cette anxiété serait le moteur. Mais j'ai déjà donné en cross country. C'est la peur au ventre. C'est la peur au ventre. Tu es comme poursuivi, là, c'est presque... Mais tu vas dans un retranchement, mais je le dis... Ça peut paraître spécial, mais moi, c'est un retranchement que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup voir cette limite sombre à Léoul, puis tu viens un peu animal. Tu sais, c'est comme ce que j'allais dire. On dirait que tu es poursuivi par une bête sauvage. C'est exactement ça. Puis, tu me décris ça, j'ai une boule au ventre. Il n'y a plus rien. Ta seule option, c'est d'aller de l'avant. Puis à partir du moment où tu te mets dans un schème de pensée où ta seule option, c'est tu dois réussir. Tu sais, c'est quasiment une forme de... Si tu te fais rattraper, c'est un échec. Mais au final, c'est réellement un échec? Non. Mais c'est que tu te donnes pas l'option d'échouer. Surtout quand t'es... En tout cas, moi, dans ma tête, c'est comme en plus, t'es premier, t'as pas de raison. Mais ton corps te dit c'est assez. Mais préfères-tu être le premier ou le poursuivant? Oh, j'aime bien les deux situations. Parce que c'est quand même cool aussi de... Parce que là, il te voyait pas. Mais mettons, c'était une position où il te pouvait te voir, ça change tout. Parce que ça tourne beaucoup, le trail, là. C'est quelques centaines de mètres et tu vois plus la personne. Je dois... oui puis non, là, mais je dois... Je pense que j'aurais une préférence à être devant. Je pense que mon style de course est plus un peu front-runner. Okay. Parce qu'en étant devant, tu contrôles un peu plus la course aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un aspect aussi, ça c'est technique par rapport au terrain, mais tu vois beaucoup mieux le terrain qui arrive quand tu es entre elles puis que tu es devant. Maintenant, est-ce que ça c'est personnel? Mais j'aime bien avoir ces références, ce sentiment-là. Par contre, quand tu es deuxième, troisième ou peu importe la position, au moins ce qui est intéressant, c'est que tu as les écarts souvent quand tu arrives au ravitaillement. Ouais. Fait que tu es moins dans l'inconnu puis tu es plus capable de gérer ton énergie intelligemment puis moins de façon bestiale, on va dire. Là. Chose qui est quand même risquée. D'un point de vue stratégie de course, là, je suis pas sûr que Doris, notre entraîneur, apprécierait que je lui parle de mes stratégies de course comme ça. Là, mais... Mais c'est bon, tu sais, c'est bon de savoir ce feeling-là, là, d'être... Parce que c'est vrai que quand on recherche une pole position, c'est là qu'on le vit un peu plus, le sentiment. Tu sais, admettons, toi, Max, quand tu es dans un marathon puis tu finis 70e, c'est pas un... Ouais, c'est pas quelque chose que je regarde. Vraiment, parce que j'aurais pu finir 70e et faire 2,25 ou finir 70e et faire 2,10. Mais tu vois, je pense que c'est vraiment dans les philosophies de course, parce que quand j'ai fait mon marathon à Houston, au final, tu sais, j'ai fini comme 38, 39e. C'est un peu le même feeling où c'est des packs qui sont tellement denses. Mais moi, ma stratégie de course, c'était pas basée sur des temps. C'était quoi, du coup? Oui, c'était basé sur des temps, mais jusqu'à 20-25 kilos, that's it. Mais à partir de 25 kilos, ma stratégie de course, c'est va chercher le plus de monde que tu es capable d'aller chercher. Ouais, ça je comprends. Mais c'était ton premier marathon aussi. Du coup, tu n'avais pas de... Je ne changerai pas ma stratégie de course à mon prochain marathon. Okay. C'est trop... Parce que je trouve qu'en tant que personne, tu vas chercher le meilleur de toi-même dans une compétition, puis ça peut être une saine compétition collaborative, comme tu le mentionnais. Mais à partir du moment où tu es dans une position avec d'autres individus où le but, c'est d'aller chercher une certaine limite, puis encore une fois, peu importe l'activité que tu réalises, mais c'est que tu viens chercher un peu cette notion de « OK, let's go », puis on vient se pousser à aller ça, je comprends totalement, mais encore faut-il avoir les jambes sur un marathon. Tu vois, mon expérience de marathon, en décembre, c'était déceptif parce que j'avais pas pu faire ça, alors que le marathon d'avant, à partir du 30e, d'un coup, j'ai pu accélérer et rattraper que des gens. Et du coup, comme tu le dis, mon objectif était devenu rattrape chaque personne qui est devant toi. Et ça tu vas à la pêche. Tirait. Mais en fait, on dirait que ton objectif, il va vraiment varier en fonction de ce que tu es capable de faire cette course-là. Quand j'ai vu que je pourrais plus accélérer, j'ai juste essayé de faire le meilleur chrono possible parce que c'était le seul truc qui... Puis si j'avais pas pu faire le chrono, je me serais dit, change d'objectif, finis la course, puis tu vois, et ainsi de suite. Fait que j'ai l'impression qu'avoir une flexibilité dans l'objectif en fonction de la situation, c'est vraiment important et c'est ce qui fait que tu vas finir au final le plus fort possible aussi. Là. Moi, ça me rappelle, genre, quand tu me décrivais, ça me rappelle une expérience en cross-country universitaire. Je sais pas si tu te souviens, on est arrivé 3e cette année-là au championnat provinciaux, puis à 1 point de la 4e position. C'est vrai. Puis j'avais un gars de McGill, qui est l'équipe qui est arrivée 4e, vraiment pas loin de moi. Là. Puis je me souviens, les points, là, c'était excessivement serré. Tu disais peut-être que s'il me rattrape, on fera pas le podium. T'sais. Puis je me souviens avoir traversé la ligne, puis genre tellement de comme soulagement là, de pas m'être fait rattraper. Là. Je me sentais de nuage. Là, c'est une libération.
une chance qu'il m'a pas rattrapé. Mais c'est ça qui est cool aussi, c'est parce que tu sais que quand tu vas franchir la ligne d'arrivée, tu auras ce sentiment de libération, j'ai envie de dire, quel que soit le résultat presque. Exact, puis plus tu y arrives, plus ça arrive vite. Ouais, exactement. Ouais. Et après, tu anticipes ce sentiment de libération quand tu es dans la course. En tout cas, moi, c'est ce que je fais des fois pour me motiver. Je me dis, visualise-toi à l'arrivée avec ce chrono-là ou pas, ça change pas grand-chose, mais genre imagine comme ça va être bien et du coup, il faut pas qu'il y ait de déception. Il faut vraiment qu'à l'arrivée, tu te dis que tu as donné le meilleur de toi-même. Si tu n'as pas réussi cette journée-là, c'est correct aussi, mais moi, je sais que c'est une valeur qui est importante, là, de me dire, tu t'es entraîné 6 mois dur pour donner ton 90%. Ouais, peut-être, mais je pense pas que pour moi, ça dépend de c'est quoi tes attentes personnelles, exact, ça dépend de toi. De ce que tu veux réaliser. Ça, c'est par rapport à toi-même. Là. 100%. Merci les gars en tout cas pour votre compagnie, c'était vraiment agréable comme expérience, on est allé quand même assez deep dans certains sujets, je pense que tu es le premier invité à t'être vulnérabilisé si je peux dire à ce point-là et c'était vraiment agréable et je pense que nos auditeurs vont vraiment aimer ça aussi, ils vont pouvoir comparer ça à ce qu'ils ont vécu, ils vont pouvoir s'identifier et ça c'est vraiment le but du podcast aussi. Sam, as-tu aimé ton expérience podcast? C'était vraiment cool. Merci Gabriel, merci Max. Sérieux, une très belle expérience. J'ai beaucoup appris aussi. Honnêtement, c'est le fun d'être en compagnie de deux personnes passionnées, compétentes qui permettent de remettre certaines choses en perspective, quand même, je tiens à le dire. Ouais, t'as eu l'impression que c'était un peu une thérapie ou pas trop? Non, quand même pas trop, mais ça fait réfléchir. Puis tant mieux si ça peut amener certaines réflexions chez les gens qui vont écouter le podcast. Puis j'espère que ça va plaire. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir dans ce podcast, que je sais pas, si tu écoutes des podcasts en course à pied, mais des sujets qui sont pas forcément abordés ou des façons de le faire? Un truc qui pourrait être vraiment intéressant, c'est un peu une formule table ronde avec pas mal d'invités, tu sais, d'avoir 5-6 personnes sur des sujets définis. Je pense que ça pourrait amener vraiment une diversité aussi au niveau des opinions, puis un peu une formule débat qui, je pense, amènerait un certain niveau d'intérêt. As-tu une idée de sujet, par exemple, pour ce genre de débat? Pas on top of my head comme ça. Okay. Ça vaudrait la peine d'y penser, mais des débats en course à pied, il y en a quand même pas mal. Sur l'entraînement, sur les philosophies d'entraînement, les choses comme ça. Ok, super. En tout cas, merci à tout le monde pour être arrivé jusqu'à là. Je pense que ça va être notre épisode le plus long à date. Merci pour votre soutien. Merci pour les gens qui posent des commentaires, qui prennent le temps aussi de nous dire ce qu'ils en pensent, qui prennent le temps de nous faire des commentaires constructifs. Donc ce podcast, je le rappelle, il va être disponible sur Apple Podcast, il va être disponible aussi sur Spotify et très prochainement sur Google Podcast, sur Deezer et toutes les plateformes. Donc encore merci pour votre temps. On se retrouve dans le prochain épisode. Ciao. Ciao.